James Bond. If only you'd kept away, we might have met again in a few years and become lovers once more. I could have given you the world. Huh. The world is not enough. Foolish sentiment. Family motto. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Forgot to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I got revenge. Bienvenue à Istanbul. Aujourd'hui, nous parlons de Le monde ne suffit pas, sorti en 1999 et réalisé par Michael Apted, avec Pierce Brosnan, Denise Richards, Sophie Marceau, Robert Carlyle, Robbie Coltrane et Judi Dench. Je suis Mathieu et c'est quoi le but de vivre si on n'est pas en train de parler de James Bond? Alors nous revoici dans la rétrospective des films ou les aventures de James Bond. On est rendu à l'épisode 22 dans toute cette rétrospective-là. On va terminer à l'épisode 28. Ça veut dire qu'il nous reste moins de 2 mois avant la sortie du nouveau film. Bon, ok, peut-être ça peut encore changer puis tout ça, mais au moment que j'enregistre, il reste moins de 2 mois. Fait qu'en tout cas, on verra ce qui va se passer là, dans les prochaines semaines. Mais c'est ça, juste pour nous en remettre en contexte, on est vers la fin là, de l'ère de Pierce Brosnan. Dans les prochaines semaines, on va couvrir les films de Daniel Craig et on va se rendre au nouveau film là, Mourir peut attendre. Si maintenant vous voulez voir ou entendre plutôt qu'est-ce que j'ai à dire sur tous les 21 autres films là, de la saga des James Bond, juste avant le film d'aujourd'hui, parce que naturellement le 22e vous êtes en train de l'écouter présentement, rendez-vous sur premiervisionnement.com où ce que vous pouvez tout trouver la rétrospective de James Bond au complet. C'est sûr que si maintenant vous l'écoutez en décalé, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'épisodes là, qui vont avoir apparu entre-temps. Je vous invite à écouter qu'est-ce que j'ai à dire au complet sur les derniers films. Chaque dernier film de chaque acteur, que ce soit Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton et la semaine prochaine Pierce Brosnan. Je vais le faire avec Christophe Lassens du podcast Fantastica, où ce qu'on fait comme clôturer la carrière là, de l'acteur en question. On a sauté George Lazenby. Je parle toujours là, des acteurs principaux. On parle pas de David Niven et de Barry Nelson là, qui a joué là, dans les 2 films de Casino Royale là, non officiels. Là. Mais c'est ça, là, George Lazenby, on l'a inclus là, avec la carrière de Sean Connery. C'est ça, fait que sur ces films-là, les derniers de carrière, on parle de Les Diamants sont éternels, de Dangereusement Vôtre, de Permis de tuer, de Meurt un autre jour qui s'en vient et Spectre, qu'on va clôturer là, les acteurs respectifs ensemble, puis on parle là, de sensiblement là, toute la run là, de l'acteur. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com là, pour trouver les podcasts. Puis en même temps, sur premiervisionnement.com, c'est parce que vous pouvez voir aussi toutes les autres rétrospectives que j'ai fait au courant des années. Il y a même une couple de films solo, là, juste une couple de films que vous pouvez trouver sur le site. Je pense que c'est tout bien détaillé, fait que rendez-vous sur le site. Puis vous pouvez voir dans le fond qu'est-ce qui est fait. Bien, en ce moment, on couvre des Star Trek aussi. Fait que si maintenant vous avez le feed, là, mettons que ce soit par Spotify ou que ce soit par n'importe quel autre logiciel où ce que vous écoutez le podcast, des fois ça peut arriver être un peu mêlant parce que je sors beaucoup d'affaires là, par semaine. Dans ce temps-ci, là, on sort 3 podcasts par semaine, fait que ça fait beaucoup. Ça fait un petit peu plus dur à suivre, fait que en allant sur le site, vous pouvez voir exactement là, qu'est-ce que je sors ou où ce qu'on en est rendu dans les rétrospectives. C'est sûr qu'en même temps, en suivant sur Facebook ou Twitter, je pose tout le temps là, qu'est-ce qu'on sort à chaque semaine ou à chaque 3 fois par semaine, là, dans le fond, qu'est-ce qui est le podcast du moment. Fait que c'est sûr qu'en suivant le podcast sur Facebook ou Twitter, vous pouvez voir toujours être à jour puis savoir où ce qu'on en est rendu. En même temps, quand vous voyez le podcast sur Facebook ou Twitter, n'hésitez pas de commenter ou de liker ou de partager.
Ça l'aide toujours au podcast. Plus on en parle, plus on s'amuse. Dans le fond, c'est ça un peu juste le fait d'entraînement. Puis, dans le fond, ça l'aide beaucoup pour le podcast en même temps, en likant. Ça donne de la visibilité, puis il y a plus de gens là, qui vont écouter le podcast. Et dernièrement, avant de commencer à parler du film, ben, si vous êtes un petit peu plus mordu du podcast, ben, trouvez le groupe comme privé là, du groupe, le premier visionnement, groupe de discussion, où est-ce qu'on est plus intime un peu, où est-ce qu'on publie un petit peu plus d'affaires, puis plus de gens là, parlent du podcast. Fait que vous pouvez trouver ce groupe-là là, sur Facebook, puis dans le fond, on publie là, des sondages, tout ça. C'est des affaires là, qu'en même temps, j'apprends à vous connaître un peu plus. Puis, tranquillement, ça va influencer là, des choses sur le podcast, ou des choses comme qu'on va s'aligner. Comme j'ai demandé, qu'est-ce que vous aimeriez que je peux faire dans un podcast futur, des séries, tout ça. Ça me donne des idées un peu comment me diriger là, pour l'année prochaine, tout ça, le temps que je finisse les rétrospectives là, que j'ai déjà commencé, tout ça. C'est toutes des affaires de même, des fois là, ça me donne un peu des idées, mais en même temps c'est juste aussi pour s'amuser, qu'on fait juste avoir un peu une unité là, pour alentour du podcast. Alors pour le film qu'on est rendu aujourd'hui, on est rendu au 3e film dans l'ère de Pierce Brosnan. On est rendu en 1999. Ça fait dans le fond 4 ans officiellement là, que Pierce Brosnan est dans le rôle. Suite au dernier film, ben, on avait pensé faire 2 spin-offs avant d'embarquer là, sur le nouveau film de Bond. On avait voulu faire un spin-off sur le Dr. Kaufman, qui aurait été techniquement un prequel parce que le personnage est mort dans Demain ne meurt jamais. Ça, c'était le personnage du docteur qui était le mentor à Stamper. Si vous vous rappelez bien, la semaine passée, il y avait juste un interrogatoire. Là, c'est lui qui avait tué Paris Carver, qui était l'ancienne blonde, ou en tout cas quelque chose qui avait eu entre Bond et elle là, par le passé, tout ça. Puis c'est ça, c'est lui qui l'avait tué. En tout cas, on avait jeté un peu l'idée là, de peut-être avoir un spin-off sur ce personnage-là. On avait pensé aussi faire un spin-off avec le personnage de Waylon, qui était interprété par Michelle Yeoh. Puis finalement, ben, tout a tombé à l'eau dans le fond, puis on a décidé que finalement on allait se lancer sur le nouveau film là, de James Bond. Dans le fond, on voulait sortir encore 2 ans plus tard. C'est encore un train de fou là, pour amener le film au grand écran. Puis en même temps, ben, ça sera pas la seule fois où on va penser peut-être faire un spin-off. On va en reparler même la semaine prochaine, encore des fois. Je pense pas que c'est une bonne idée en bout de ligne. Je pense que même en ce moment, là, ils sont en train de parler, là, puisque la franchise a été achetée là, par Amazon. Que peut-être qu'on pourrait faire peut-être un univers à la télé puis qui pourrait être relié dans les films, tout ça. Moi, personnellement, je suis pas vraiment pour ça. Je voudrais que James Bond reste juste unique à les films puis commencer à faire un univers complet. Je pense pas que ça a sa place vraiment dans l'univers de James Bond. Je pense que ça va devenir quelque chose de qui n'a pas qui va enlever du cachet à cette série de films-là. Je suis vraiment pas mal contre ça, pour ça, là, mais en même temps, ben, c'est sûr que ça ne changera pas grand-chose en bout de ligne. Je vais toujours rester quand même avec une mentalité que si, mettons, j'aime pas le nouveau produit, ben, il y a quand même toujours là, les 28 films là, qui ne seront rattachés à rien. Qu'on peut écouter là, dans le fond. Fait que, puis en même temps, ben, chaque film est pas mal indépendant. Là, oui, il y a un peu une continuité là, d'une certaine manière, mais chaque film est quand même lui-même. Là, ils n'ont pas vraiment de rattachement là, entre chacun. C'est sûr qu'il va en avoir un peu plus là, dans l'ère de Daniel Craig. Mais c'est ça. En tout cas, je suis pas vraiment pour une série télé, mais du coup, je veux dire, je peux pas empêcher ça, puis je vais pas aller faire du piquetage là, en face là, d'Amazon ou n'importe qui là, pour pas avoir ça. Là, je veux dire, je vais suivre le courant, c'est tout. Mais du coup, c'est juste quelque chose que je ne triperais pas en tant que tel. Aujourd'hui, on va avoir un réalisateur, Michael Apted, que lui, il va sortir plus du milieu, là, je ne veux pas dire dramatique, là, mais qui n'avait pas vraiment fait de l'action.
Le but là-dedans, c'est qu'au moins lui, il était capable un peu plus de peut-être se concentrer sur les personnages, c'était peut-être plus sa force. J'ai pas vraiment vu des films qu'il a fait, là, mais en tout cas, c'est juste par mes recherches puis en écoutant les commentaires, c'est ce qu'on parlait, fait que on s'est dit qu'on va peut-être pouvoir travailler un petit peu plus les personnages cette fois-là, puis se concentrer, s'enlever l'action. Parce qu'on va avoir vraiment là, de la bonne action là, dans le film. Là, en tout cas, moi, à mon point de vue, bien, on va en parler tantôt. Mais c'est ça aussi, on voulait un réalisateur aussi là, qui peut travailler quand même assez rapidement. Parce qu'il faut pas oublier, c'est, comme j'ai dit tantôt, ben on a 2 ans après là, depuis le dernier film, tout ça. Fait que on est dans un air où on veut quand même aller assez rapidement, mais c'est sûr que c'est pas la première fois là, qu'on a les James Bond là, qui sortent aux 2 ans. C'était pas mal la moyenne là, depuis 1967, je pense, depuis Opération Tonnerre. On était arrivé là, à sortir un James Bond aux 2 ans, puis on avait eu une pause là, entre dans le deuxième Roger Moore. Entre l'homme au pistolet d'or puis l'espion qui m'aimait, on avait eu quelque chose comme 3-4 ans. Puis après ça, ben, c'est ça, on a repris là, tout le temps, là, à chaque 2 ans, on avait un film jusqu'à temps qu'on se ramasse à Permis de tuer. Puis le film de GoldenEye, où on avait eu quelque chose comme 6 ans. Puis c'était encore, on voulait continuer le même train. Puis c'est ça dans le fond, c'est ça, mais on dirait qu'on sent qu'on essaye là, de juste tout le temps être en train de courir là, moi je veux dire courir après sa queue à quelque part. On est juste comme en train de courir tout le temps, puis c'est tout le temps là, un train d'enfer là, pour pouvoir amener un film là, à l'écran là, 2 ans plus tard. Alors, le film d'aujourd'hui, on a encore épuisé toutes les histoires d'Ian Fleming. Il y en a qui vont dire qu'il va avoir une certaine influence au premier livre qui a été écrit là, suite à la mort d'Ian Fleming. Le premier livre officiel qui fait qui continue là, les histoires de James Bond. Le livre de Colonel Sun. Dans ce livre-là, ben il y a M qui se fait kidnapper au début du livre, puis c'est pas mal la mission à James Bond là, d'aller secourir M. Dans le fond, il n'y a absolument rien d'autre. C'est juste un peu l'idée, peut-être qui a été pris pour mettre dans le film d'aujourd'hui, mais c'est tout en tant que tel. Là, je parle de Colonel Sun aujourd'hui. On va en reparler même la semaine prochaine. On va reparler encore un peu une influence que peut-être ce livre-là a eu sur... c'est plus clair là, dans le prochain film. Est-ce que le film d'aujourd'hui a été influencé par Colonel Sun? Ça, c'est dans le fond, j'ai aucune source qui me dit que ça vient de là. Je veux dire, kidnapper M, ça pourrait être ça pourrait venir de n'importe où. T'as pas besoin d'avoir un livre, je pense, là, pour penser à cette idée-là. Mais je veux juste dire que dans le fond, ça arrive dans un des livres, puis c'est le premier livre là, qui continue là, dans la continuité là, à partir là, de les œuvres de l'auteur original, là, Ian Fleming. Mais à partir de là, ben, on a aussi qu'on essaye là, de suivre avec les temps. On essaie de toujours perfectionner là, la formule sans avoir des influences d'Ian Fleming. C'est sûr que on va avoir Le monde ne suffit pas, qui est on a parlé là, quand on a fait le film Au service secret de Sa Majesté. Puis ça apparaissait dans le livre aussi. Mais c'est juste comme qu'on reste un peu dans le même univers, mais à part de ça, il n'y a absolument rien là, qui vient là, d'Ian Fleming. On essaie juste de comme perfectionner là, la formule. Puis on essaie de juste aller rechercher des choses qu'on a déjà fait quand même. Tant qu'à moi, ça va être un petit peu moins pire là, que la dernière fois. Là. Ce ne sera pas vraiment là, des choses qui vont nous faire rappeler vraiment les autres films. Mais comme on va avoir une poursuite de ski, on va avoir une poursuite en bateau, des choses qu'on a déjà vues dans la franchise, mais on va partir un peu là, dans d'autres directions. On n'essaiera pas vraiment de calquer ce qu'on avait fait dans les autres instances là, de bateaux ou de ski ou des sous-marins, des affaires de même. On va aller chercher des éléments, mais on va partir dans d'autres directions. Là, peut-être comparativement là, au dernier film qu'on essayait vraiment là, comme de coller des scènes qui venaient là, vraiment directement là, des autres films.
Alors, le film ouvre avec l'œil du pistolet, comme d'habitude. Je dirais que ce qui est étrange un peu dans le mix sonore de l'œil du pistolet, quand on voit comme le rond blanc passer, on dirait qu'il manque d'orchestration ou quelque chose de même. On dirait que le mix est incomplet ou quelque chose de même. J'ai toujours trouvé ça me dérange un petit peu comme début tout le temps. Je comprends que David Arnold, il revient là, pour la musique une deuxième fois, puis il veut pas faire exactement la même chose qu'il a fait la semaine passée dans Demain ne meurt jamais. Ça, je comprends, mais c'est juste que ça paraît incomplet. C'est juste c'est étrange, sauf que tu sais, d'un côté, au moins ça se démarque. Puis ça, j'apprécie l'effort, sauf que ça paraît incomplet. Fait que on ouvre à Bilboa en Espagne, où directement sur la face à James Bond. Ça, je pense que c'est la première fois. J'ai regardé là, pour être sûr de savoir ce que je dis. J'ai regardé toutes, pas les intros, là, mais juste regarder tous les autres films là, avant, là, juste en regardant le nom, c'est beau, je vais m'en rappeler. Là. C'est la première fois où on voit James Bond carrément là, apparaître là, la première affaire à l'écran. À chaque fois, là, on a tout le temps quelque chose comme un plan d'une base ou un grand champ ou quelque chose de même. Là, des fois, on ouvre dans l'espace, dans l'eau. On a tout le temps comme une grosse un endroit où ce qu'on veut nous montrer. C'est la première fois qu'on voit vraiment James Bond, son visage en partant. C'est quelque chose qui que je trouve tout le temps déstabilisant. C'est même la première fois que j'ai vu le film, il y a au-dessus de 20 ans de ça. Je me rappelle avoir pensé ça. C'est comme on n'a pas donné d'introduction à James Bond, on fait juste directement le voir, on peut-être pas ben avec ça. Ça va être un petit peu expliqué par le fait qu'on va essayer de passer beaucoup de choses dans le pré-générique. En tant que tel, je ne sais pas si c'est vraiment important là, d'essayer de rentrer un pré-générique là, dans 7-8 minutes. Quand même que le pré-générique dure 10 minutes quelque chose, ou plutôt une demi-heure, quelque chose de même. Je pense pas que c'est la fin du monde, là, mais c'est sûr que on va essayer de garder une certaine formule. C'est un film qui va essayer de vraiment là, garder là, la formule. Puis il va essayer là, de forcer sur certains aspects de la franchise, mais il va quand même là, s'arranger là, pour conserver là, beaucoup de sa formule. Il va encore un peu retourner en arrière, là, même dégrader un peu des choses qu'on avait essayé de avancer là, dans GoldenEye avec Moneypenny puis M et le point de vue là, de James Bond, puis en guillemets le harcèlement au travail. On va revenir un peu en arrière où est-ce que James Bond va flirter là, assez directement là, avec Moneypenny, tout ça. Mais en tout cas, je m'avance un petit peu sur le scénario. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que Bond, c'est ça, je disais, en Espagne. Puis dans le fond, il est en train d'essayer de découvrir qui a tué un autre agent. Puis en tout cas, il est sur une piste de ça. Puis il va aller récupérer de l'argent. Puis ramener ça à Robert King, dans le fond, que lui, il a une usine de pétrole, tout ça, mais en tout cas, je vais revenir à ça là, dans quelques minutes. Pierce Brosnan, qui est de retour pour la 3e fois dans le rôle de James Bond, honnêtement, je pense que chaque film, il devient de plus en plus à l'aise. Je suis pas en train de dire que dans GoldenEye, c'était inférieur à ce qu'il faisait. Il était numéro 1 dans GoldenEye, il était encore numéro 1 dans Demain ne meurt jamais, puis il est encore numéro 1, il fait juste s'améliorer. C'est pas que mettons qu'on écoute GoldenEye après ou L'œil de feu si vous préférez. Juste après, on va dire il est très médiocre en écoutant L'œil de feu, mais on voit que Pierce est de plus en plus à l'aise dans le personnage, puis il fait juste transpirer le personnage de James Bond. Je veux dire, dans le film d'aujourd'hui, il y a quelques fois où peut-être qu'il va en mettre un petit peu trop. Mais pour la générale, il incarne vraiment bien le rôle. J'ai absolument rien à dire contre sa prestation. Par contre, ça va être un peu le même problème qu'on avait eu la dernière fois. C'est avec les mots qu'on va lui faire dire des fois que je suis pas trop sûr de ça, mais c'est pas la faute de l'acteur. Lui, dans le fond, il fait sa job, puis c'est lui qui doit dire les lignes, malheureusement. Il va y avoir des lignes là-dedans là, ils vont être donnés autant que possible. Là, il va essayer de faire quelque chose avec ça, mais en bout de ligne, ça, c'est l'écriture du film là, qui a un certain défaut à ce niveau-là. Fait que finalement, James Bond, c'est ça, il rencontre un banquier, puis finalement, il essaie d'avoir un peu là, d'informations.
Puis finalement, ben, il va devoir arriver avec les méthodes dures, puis finalement commencer à retourner la situation, parce que là, en bout de ligne, ben, il commençait à avoir des menaces, tout ça. Puis finalement, dans ces. Il y avait comme une genre de bombe avec lui, puis avec ses lunettes, tout ça, puis ça a fait comme une diversion, puis en tout cas, finalement, il réussit à prendre le dessus sur la situation. Ce que j'aime beaucoup là, dans cette. C'est toute une petite scène intime, mais juste voir James Bond qui est quand même assez. Je ne veux pas dire meurtrier, parce qu'il ne tue pas vraiment quelqu'un là, dans cette scène-là, mais tu vois qu'il est très professionnel. Ça ramène beaucoup le côté Sean Connery. Que c'est pas le temps de faire des blagues, puis là on est en mode interrogatoire, puis si tu réponds pas, ben je vais vraiment te foutre une balle dans la tête. C'est vraiment ce côté-là de Bond qui revient là, assez rapide dans cette petite scène-là. Puis c'est comme toute une petite scène vraiment là, intime. Il y a juste quelques petites personnes. C'est pas des grosses explosions. Puis c'est vraiment juste dans un bureau. Puis c'est sûr là, Bond va se faire sauver parce qu'il y en a un qui va le menacer d'une arme, puis finalement ben ça a l'air que Renard qu'on va voir un peu plus tard, ben c'est lui qui va sauver James Bond, puis Bond va sortir de la fenêtre en s'attachant à une autre personne, puis tout ça, puis une manière un peu spectaculaire quand même de sortir, puis c'est très James Bond-esque, mais initialement la première coupure qu'on a faite à donner à une audience, dans le fond, là, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on veut ajuster au film, c'était juste cette scène-là qu'on avait comme pré-générique. C'est juste qu'on trouvait que c'était un petit peu trop petit comme pré-générique. Là. C'était pas grandiose, là, comme qu'on avait eu là, dans chaque James Bond, là, qui saute par la fenêtre, tout ça. C'est correct, là, mais dans le fond, la manière je pense qu'on a monté ça, ben, c'est encore mieux. Là. C'était un bon choix. Fait que Bond se ramasse au bureau de MI6, puis comme j'ai dit, là, ben, il va avoir la scène avec Moneypenny, puis aussi on va avoir M qui va être avec Robert King, puis on voit qu'il y a quelque chose là, de personnel avec les deux personnages. M qui est encore joué là, par Judi Dench. Ben elle, aujourd'hui on va lui donner un petit peu plus de rôle, on va lui donner quelque chose à faire. C'est quelque chose que les gens derrière là, ils voulaient faire. Là, finalement, ils se sont dit, ben, tant qu'avoir une actrice comme Judi Dench dans le rôle, ben, on peut essayer là, de donner quelque chose à faire. Je sais pas si je suis à 100% en arrière de l'idée. C'est parce qu'on n'a jamais vraiment vu ça là, dans toute la franchise. Peut-être que justement, on peut commencer à prendre des risques. Là, on est rendu au 19e film officiellement là, dans la franchise. Là. Oui, je suis au podcast 22, mais officiellement, ben, c'est ça. On a comme 18 films avant ça. Que si, mettons, on n'est pas content d'avoir M sur le terrain, puis avoir une histoire avec, ben, on a juste écouté les 18 autres films avant là, si on n'est pas content. C'est un peu ma mentalité. Là. Mais c'est ça. Fait que il y a quelque chose que j'ai jamais vraiment compris à chaque fois que j'ai écouté ce film-là. Bond va prendre son scotch avec M, puis finalement, ben, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose là, qui réagit avec son verre. Puis là, ben, il va se rendre compte qu'il y a peut-être une genre de poison ou quelque chose de même. Il y a quelque chose qui marche pas. J'ai jamais compris exactement pourquoi qu'il y a cette réaction-là, puis finalement, ben, Bond se rend compte que la vie de Robert King est en danger. Il va se mettre à courir après, puis finalement, ben, Robert King, dans le fond, il y avait une pin sur lui qu'il fait enclencher une bombe que quand il va rechercher son argent, là, ça l'explose. Est-ce que c'est de la vraie argent en bout de ligne? Parce que, ils ont mis une bombe dedans, mais on voit qu'il y a l'argent qui brûle, tout ça. Fait que, c'est-tu vraiment de l'argent ou c'était la bombe qui est en dessous quand même? Ou en tout cas, c'est pas très clair. Parce que ça veut dire que les personnes qui ont mis la bombe ont quand même décidé qu'ils allaient faire sauter 5 millions. Là, mais en tout cas, c'est, dans le monde de James Bond, 5 millions, je veux dire, on flamme ça au déjeuner. Là. Fait que on se ramasse avec une poursuite spectaculaire. À mon avis, là, c'est une des grosses scènes là, qui vont marquer là, toute la franchise. La dernière fois, on avait la poursuite d'auto là, dans le stationnement qui était vraiment quelque chose là, qui pouvait marquer là, la franchise. Ben, si mettons, on va trouver l'équivalent, je pense que la scène là, de bateau
au début là, de ce film-là aujourd'hui, ça va être quelque chose là, qui va marquer là, vraiment le film, puis c'est vraiment une scène là, assez spectaculaire. La fille que Bond va poursuivre, dans le fond, en bateau, est nommée là, comme la fille au cigare, là, Maria Gradia Cucinota. Elle avait auditionné là, pour faire le rôle là, de Electra, mais finalement, en tout cas, je sais pas comment dire ça, mais son anglais était pas assez bon. Fait qu'on a décidé là, de juste y trouver un rôle où ce qu'elle pouvait pas vraiment parler, dans le fond. Puis, je veux dire, on l'a gardé là, pour peut-être son apparence. Fait que c'est comme ça qu'elle s'est rendue dans le film. Mais c'est ça, fait que Bond qui la poursuit, elle sort tous des armements partout. Là, c'est quand même, là, ça l'explose de partout. Dans les films avec Pierce Brosnan, ce qu'on peut remarquer, là, c'est que vraiment tout explose là, partout. Là. Chaque fois que James Bond passe à quelque part, là, ça finit là, par des explosions. Plus que tous les derniers acteurs. Peut-être un peu à la fin là, de Timothy Dalton, où ce qu'on voyait un petit peu plus d'explosions, mais je veux dire, depuis GoldenEye, il faut s'entendre là, que des explosions, là, ça finit plus. Là. Mais c'est ça, fait que toute la poursuite en bateau, où ce que Bond il fait n'importe quelle acrobatie là, pour essayer là, de la désarmer. Là. Elle a un gros canon quelque part, puis il va comme sauter par-dessus pour briser le canon, puis tout ça. Est-ce que il voulait juste comme l'arrêter puis l'interroger, quelque chose de même, ou il voulait juste comme la tuer, tout ça? Il y en a qui vont comme trouver qu'il y a un peu des choses qui se contredisent là-dedans. Honnêtement, je pense que son but, c'est de la rattraper à n'importe quel point. Si c'est la tuer, c'est la tuer. Le but, là, il va arriver à la fin, puis il va dire, ben regarde, je peux te protéger, tout ça, puis... je veux dire, fait juste parler tout ça, mais à quelque part, s'il aurait dû la tuer, il aurait dû la tuer quelque part. Il faut qu'il fasse quelque chose là, avec ce personnage-là. Il peut pas la laisser se sauver de même. Là. Si c'est la tuer, c'est la tuer. Là. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Mais en tout cas, toutes les acrobaties, la voiture, le bateau là, qui passe au travers de la ville, là, qui devient une Batmobile elle-même, là, parce que ça a l'air d'une Batmobile avec le feu qui sort en arrière, tout ça, ça fait penser un peu à ça. Même l'idée là, que James Bond qui rentre sous l'eau puis qui se replace la cravate, moi j'aime tout ça en tant que tel. Ça c'était une idée là, de Pierce Brosnan, ça a l'air. Puis honnêtement, je pense que dans un autre film ça marcherait pas, mais dans un James Bond ça marche. Je sais qu'il y en a qui arrivent qui disent ouais, mais là ça n'a pas de sens, tout ça, tu peux pas te remplacer la cravate, tout ça. C'est James Bond, si mettons, je veux dire, c'est normal dans cet univers-là. James Bond va se replacer la cravate, ça fait partie du personnage. C'est Batman qui a son Batwing puis qui va se placer en face de la lune. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne dans cet univers-là. Il n'y a absolument rien de mal à Bond qui se replace la cravate sous l'eau. C'est juste hot. Moi, c'est comme ça que je vais dire ça. Toute cette scène-là, je veux dire, j'ai absolument rien à dire. Et on a David Arnold qui est revenu à la musique. Même sa musique est vraiment meilleure que le dernier film. Il a fait le bon ballon cette fois-là. La dernière fois, c'était du Monty Norman ou la chanson originale de James Bond, la personne qui a écrit la tune thème. C'était ça qui jouait tout le long, avec quelques petites affaires là, à lui. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un bon ballon. Oui, souvent, quand même, la tune de James Bond va revenir dans chaque scène d'action, tout ça. Mais il va avoir ces thèmes qui vont apparaître aussi, puis assez, il va être là assez dominant quand même dans tout le film. C'est ça qui manquait un peu là, dans le dernier film, qui faisait que la trame sonore là, de Demain ne meurt jamais, que j'étais pas vraiment là, enthousiaste sur cette trame-là. C'était pas qu'elle était super mauvaise, mais à quelque part, elle était trop juste du James Bond, puis parce qu'on voulait faire du James Bond, tout simplement. Mais il manquait un petit peu là, de variété dedans. C'est sûr qu'on pouvait retourner à Dr. No puis se dire qu'on entendait juste là, la tune de James Bond tout le long du film. Ça je suis d'accord, mais on n'était plus en 1962, on était en 1997. Puis là, on fait le juste ballon. Puis David Arnold, avec son côté techno, puis le côté orchestral en même temps, il fait vraiment là, un bon ballon. Puis toute la plupart là, de toutes les pièces qui vont composer pour le film d'aujourd'hui, puis même il va refaire un remix là, comme générique de fin là, de la tune de James Bond, tout ça. Je trouve que honnêtement, il fait une très belle job là, sur la trame sonore d'aujourd'hui. Ça tombe pas être une de mes trames sonores que je vais retourner à écouter,
mais ça reste quand même que c'est un très bon effort là, qui fait. Puis après ça, ben c'est ça va continuer où ce que finalement là, la femme au cigare. Que elle va monter dans une montgolfière, puis finalement, ben, elle va se suicider dans le fond. Puis c'est ça, on va tomber dans le générique, puis la tune de Le Monde ne suffit pas, ben, elle a été écrite là, par David Arnold cette fois-là. Puis l'écrivain Don Black là, qui avait écrit une couple de chansons là, par le passé, je pense Goldfinger, puis pas Goldfinger, Thunderball, puis une couple d'autres là, au travers des années. Honnêtement, je me rappelle pas quelle exactement. C'était le même duo qui avait composé la tune de fin dans le film précédent, là, la chanson Surrender, qui était pour moi une vraiment meilleure chanson là, que la tune principale là, par Alanis Morissette. Vraiment la tune du générique de fin, là, c'est elle qui aurait dû être la chanson thème. Là, la chanson thème aujourd'hui est chantée par Garbage. Puis, tu sais, je veux dire, ça s'invite vraiment à le dire. Là. C'est vraiment une poubelle comme chanson. Honnêtement, là, je veux dire, je n'aime vraiment pas cette chanson-là. Je trouve qu'elle manque d'âme. Il y a quelque chose. C'est vraiment ironique à quelque part parce que justement, je trouve ça le fun que même dans la trame sonore, on va avoir les thèmes de la chanson. T'sais, on va revenir vraiment à l'époque de John Barry où on mélangeait la trame puis la tune thème au travers du film. Puis tu sais, on joue avec ça, mais la tune chantée par Garbage, honnêtement, je peux juste le dire, c'est trop facile. C'est de la poubelle. L'aspect visuel qui est encore par Daniel Kamen, que lui est là depuis le premier de Pierce Brosnan. Dans le fond, on embarque la thématique avec le pétrole, puis dans le fond, là, on voit là, toutes les filles danser dans le pétrole, tout ça. Là, c'est vraiment là, assez bien fait, tout ça. C'est sûr qu'on est dans comme la transition informatique. Ça paraît beaucoup informatique, tout ça. Là, mais j'ai pas de problème avec ça. C'est comme un clip vidéo, puis c'est en fait de couleur, puis tout ça. Ça fait comme quelque chose là, qui est quand même assez plaisant à regarder. Là, c'est sûr, ça n'a pas l'air réel, mais visuellement, je veux dire, c'est quand même assez plaisant à écouter là, pour les 3 minutes. C'est mieux regarder visuellement qu'entendre la chanson chantée là, par Garbage. Honnêtement, ça tombe là, dans mes 5 moins bonnes. Là. Dans toute la totalité, là, quand on va arriver au palmarès là, final, ça va être une des dernières tunes. Ça sera pas la dernière. Là. Moi, je pense que ça va être License to Kill, là, qui est pas mal là, les bas-fonds là, de toute la franchise. Mais c'est pas loin à côté. Là. Alors, on se ramasse au funérailles de Robert King. On entrevoit là, Electra, puis tout du monde. Là, voir que M ou le MI6 est mêlé un petit peu à ça. On va retrouver, dans le fond, là, toute l'équipe à James Bond. Là, on est en Écosse, puis on est en train un peu là, d'enquêter là, sur toute cette histoire-là. Bond, lui, il est blessé à l'épaule. Dans le fond, c'était quand la fille au cigare qui est nommée là, sur... dans les ou sur IMDb ou peu importe là, dans le générique de fin. Elle, quand elle a fait sauter la montgolfière, ben c'est ça, Bond est tombé, puis finalement, ben c'est ça, il s'est blessé l'épaule. C'est quand même rare qu'on voit James Bond qui s'est blessé, mais en tout cas, ça l'arrive là, dans ce film-là. Puis c'est encore une chose qui va changer un petit peu, que James Bond n'est pas nécessairement invincible, il y a quand même une certaine faille. Je veux dire, au moins ça le rapporte. Il est capable là, de rentrer dans l'eau puis se replacer la cravate, mais quelque part quand il tombe, ben, il pourrait se blesser. Ça l'humanise un peu. Mais c'est ça, fait que ce que je trouvais le fun quand même là, dans cette scène-là, c'est que on nous explique qu'est-ce qui s'est passé, là, que finalement là, la pin a été remplacée, puis que finalement ben, c'est un détonateur, puis tout ça. Fait que ça l'amène à ce que Robert King a été tué là, par quelqu'un là, près de lui. Mais c'est ça, fait que Bond, lui, il faut qu'il trouve une manière là, de se remettre sur le terrain. Ça fait quand même assez Opération Tonnerre, où que Bond, il va comme un peu tricher là, sur ses tests. Quelque chose qu'on va avoir pris là, d'un autre film. Mais comme je disais tantôt, je veux dire, c'est certains petits clins d'œil qu'ils vont faire à la franchise, mais
ça n'est pas vraiment le dominant là, sur l'histoire. Ce que je trouvais le fun aussi, c'est qu'on a le personnage de Tanner qui revient. Tu sais qu'on avait vu dans pas mal toute la franchise, tu sais, à certains points, il arrivait pas, il était pas aussi présent là, que mettons Felix Leiter. Puis c'est un personnage de fond, tu sais, c'est pas un personnage qui est vraiment important. C'est juste que quand même, juste pour garder quand même l'équipe. Puis quand on la remarque en faisant toute la franchise, ben on remarque ce personnage-là, ben on se dit, il est pas important, mais pourtant, ils prennent le temps de remettre ce personnage-là. Puis il est joué par le même acteur qui jouait dans L'Œil de Feu. Je pense qu'il jouait pas là, dans le dernier film, mais je trouve ça quand même, c'est juste une petite touche, mais juste de rajouter ça, ben je trouve ça quand même le fun. Dans cette scène-là, il faut comprendre que M apprend un peu l'histoire personnelle. Que, tu sais, dans le fond, c'est un ami là, qui est mort, tout ça. Mais c'est ça, c'était un peu, est-ce que Bond le prend personnel ou est-ce que c'est elle? Bond ne peut pas vraiment le prendre personnel, c'est sûr que il peut être un peu touché un peu là, par le fait qu'il a couru après quelqu'un et tout ça, puis là, ben, il est blessé et tout ça. Puis que il est peut-être responsable de la mort de Robert King, tout ça. Mais c'est pas au même niveau là, que M. Fait que, mais en tout cas, Bond va faire comme sa petite enquête de son côté. C'est quand même assez. J'ai comme toujours trouvé que ça n'a pas vraiment là, de poids. L'affaire que Bond va calculer que genre 3 millions 30 000 en tout cas c'est tout dans le fond un tiers de 5 millions. Dans le fond c'est quand tu prends ce chiffre là puis tu le convertis là, en dollars britanniques là, ou des livres, que ça fait 5 millions. C'est juste que je trouve que c'est trop facile comme chiffre à quelque part. Je pense qu'on aurait dû trouver une devise que ça avait pas de l'air d'être un chiffre qui était un tiers du chiffre. Mettons, on se dirait que les dollars écossais, ça vaut un tiers d'un dollar britannique. Je pense que n'importe qui là, dans l'équipe du MI6 aurait pu trouver ça. Je trouve ça un petit peu trop facile. Puis Bond, tout d'un coup, c'est comme il va arriver à son ordinateur, puis il va calculer là, le changement là, de devise, puis il va arriver dessus, puis personne ne s'est rendu compte de ça. C'était un des chiffres trop faciles. Peut-être que je suis trop bon en maths, quelque part. Là, je ne veux pas me taper sur l'épaule puis me dire que je suis bon là-dedans, là, mais c'est juste que visuellement, je trouve que c'est trop facile comme chiffre. Puis que n'importe qui là, dans l'équipe à M aurait su ça bien avant que James Bond en fasse la déduction. Mais en tout cas, fait que on a notre scène quasiment obligatoire là, de Q, puis là on a l'introduction là, de R qui va succéder à Q éventuellement. L'acteur Desmond Llewellyn est mort quelques mois après avoir que ce film-là est sorti. Genre le film est sorti en novembre, puis lui il est décédé d'un accident de voiture au mois de décembre. Dans le fond, quand ce film-là est sorti en VHS, on a fait un genre de montage hommage qu'on n'avait pas pu faire dans le film parce qu'il était encore vivant quand le film est sorti. C'est vraiment là, dans la transition. Je veux dire, j'ai acheté je pense que c'est le seul film en VHS de James Bond que je me suis procuré parce que c'était tout en DVD. Puis c'est ça, la vidéocassette a commencé avec ça, un hommage là, c'était la chanson Nobody Does It Better. Puis on voyait toutes les scènes là, de Q. En tout cas, tout un montage là, sur la tune de Carly Simon. Mais c'est ça, c'est quand même assez touchant là-dessus. Puis, tu sais, la manière que cette scène-là termine, dans le fond, moi, j'en fais tout le temps une blague à la fin là, de chaque podcast. Là, dans le fond, là, c'est la réplique là, que j'utilise, en tout cas, que je la trafique ajustée là, pour le podcast, là, mais c'est en traduction libre. Mais c'est ça, je trouve ça quand même assez spécial que la dernière ligne qu'il dit, c'est comme s'il avait préparé. Puis c'est vraiment étrange. À chaque fois que je vois cette scène-là, ça laisse comme un. La première fois, naturellement, je pouvais pas parce qu'il était pas décédé, mais par la suite, en voyant cette scène-là, j'ai comme tout le temps un genre de sentiment bizarre. C'est comme on le savait à quelque part qu'on allait arriver à ça. Là. Mais en tout cas, fait que on voit les gadgets là, que James Bond va utiliser, les lunettes, sa BMW.
Mais ce que le réalisateur dit là, dans son commentaire, que ces scènes-là vont être filmées tout le temps vers la fin, qu'il préfère par logique qu'à quelque part, on sait qu'est-ce qu'on va utiliser pendant tout le film, on va filmer des affaires, puis si des fois il y a des nouvelles idées qui arrivent, on va pouvoir les ajuster puis dire qu'ils viennent de quelque part parce qu'on va filmer la scène de Q à la fin. Puis, on va pouvoir tout ajuster par la suite puis dire, on n'a rien oublié. Là. En tout cas, c'est le réalisateur là, qui dit ça, là, qui a placé ça de même. Puis, je pense que c'était une bonne idée de faire ça. Pour le personnage de R, qui est joué par John Cleese, on n'a pas assez de temps avec lui. Je pense, on nous le présente assez rapide. Je pense que c'est une bonne affaire. Je pense qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer au temps de filmer le film. Naturellement, on ne savait pas que Desmond Llewellyn allait décéder entre-temps. C'est là qu'il avait dit quand même qu'il allait... M. Llewellyn a dit qu'il allait apparaître là, dans le prochain film, mais malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Mais c'est ça, fait que John Cleese, on n'a pas assez là, le temps là, de savoir exactement là, comme personnage. On voit que il était un peu plus bouffon que Desmond Llewellyn, quelque part. C'était un petit peu plus comique. Mais en même temps, lui, il vient beaucoup plus là, d'un côté là, de comédie, là, tout ça. Fait que c'est normal un peu, je pense. Ça va avec l'acteur, dans le fond. Mais en tout cas, fait que on peut pas vraiment savoir. Puis même avec la semaine prochaine, quand on va reparler là, de sa scène, de tout ça. On va réussir à avoir un peu là, cibler un peu là, le personnage, mais on va l'avoir juste 2 fois. Là, c'est ce que je veux dire, dans le fond. On n'aura pas le temps là, de vraiment là, commencer à aimer le personnage. C'est juste un petit peu dommage là, sur cette idée-là. À la suite de ça, Bond va aller voir M, puis on va avoir dans le fond là, toute l'histoire là, d'Electra, qu'elle a été kidnappée, puis finalement que M s'est impliqué là-dedans. Que normalement, là, il ne s'implique pas là-dedans, mais finalement, ça, elle a embarqué là-dedans à cause qu'elle aussi est mère. Puis en tout cas, je veux dire, dans le fond, là, c'est juste un petit côté qu'elle s'est laissé tenter. Mais c'est le côté, elle a embarqué, mais elle l'a fait quand même là, dans un côté là, de sa job. Parce que l'idée, c'est que il essaye de pas négocier avec les terroristes, tout ça. Fait que il va avoir utilisé là, Electra comme appât pour essayer de trouver le c'est qui est en arrière de ça, puis finalement là, régler le compte du kidnappeur. Fait que là-dedans, dans toute cette histoire-là, on va se douter là, que c'est peut-être suite à ça qui va amener là, qui est l'histoire de fond là, pour la mort là, de Robert King. Fait que, on va parler un peu du personnage de Renard que il va apparaître dans un hologramme, puis on va voir sa tête, puis là qu'il a reçu une balle dans la tête, puis que finalement c'est ça qui va le tuer peu à peu. Mais je vais parler de Renard un peu plus tard. C'est juste que ce que j'ai trouvé le fun là, dans l'explication de M, c'est qu'on parle de 009, que lui il était mort dans Octopussy. Je sais pas si c'était la relève du 009 qui était mort dans Octopussy, mais en tout cas, c'est juste que je voulais juste dire ça de même. Fait que Bond va se ramasser en Azerbaïdjan. Excusez, j'ai peut-être un petit peu tronqué le mot ou l'endroit, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous donne. C'est là que Bond va trouver Electra, puis tous ses hommes de confiance alentour. On a Davidov, puis on a une couple d'autres personnages là-dedans. Electra, jouée par Sophie Marceau. Je veux dire, je pense que c'était un bon choix comme actrice. En bout de ligne, elle a quelque chose comme 13 ans de différence d'âge avec Pierce Brosnan. Ils ont de la chimie ensemble. Puis elle, en tant que telle, comme actrice, c'est pas que c'est la meilleure des actrices. C'est sûr que, je pense que c'est une Française, puis elle casse un peu son anglais, mais ça, c'est pas ça le but là-dedans. C'est que je pense qu'avec James Bond, elle est capable de comme montrer un côté vulnérable où, je veux dire, dans qu'est-ce qu'elle a à faire comme personnage, puis même à la fin, peut-être un peu perdre la tête. C'est peut-être un peu trop à la fin, là, mais
je veux dire que dans le rôle, là, je pense qu'on a vraiment choisi là, la personne parfaite pour faire ce rôle-là. Puis, comme je dis, c'est pas nécessairement la meilleure des actrices, mais pour qu'est-ce qu'elle a à faire, je sens qu'elle a été bien choisie. Malgré certaines fois qu'il manque quelque chose un petit peu, mais je verrais pas quelqu'un d'autre. Je penserais pas là, à une Sharon Stone ou une autre actrice là, qui était connue à l'époque. Je pense qu'on l'a quand même bien choisi là, pour faire là, ce rôle-là. Puis dans ses yeux, on voit un peu toute la manipulation, qu'est-ce qu'il est capable de faire, tout ça. Je trouve que est capable là, d'aller chercher ces petites choses-là que peut-être là, qu'on n'aurait pas cru si ça aurait été un autre personnage, ou peut-être même un acteur, je veux dire pas un personnage, une actrice plus connue, que est connue pour certains rôles, tout ça. Pour voir que toute l'histoire vire de bord à mi-chemin du film, ben je pense que d'avoir été chercher une actrice qu'on connaissait un peu, elle avait joué dans Braveheart quelques années avant, puis était connue là, sur la globalité, là, mais que je veux dire, c'est sûr que des fois qu'on fait là, dans James Bond, on prend quelqu'un qui est un peu connu, puis on la met vraiment là, dans le gros spotlight, puis je pense que c'était peut-être le meilleur choix. Là. Alors, elle, la manière qu'on va vraiment l'introduire, on l'a vu un peu au funérailles juste avant, là, mais on va avoir là, comme maintenant là, elle a pris là, elle a succédé à son père là, dans l'entreprise, puis que finalement elle va régler comme un conflit, puis elle met ça tout de suite en partant que dans le fond son père avait pris une mauvaise décision, que dans le fond le pipeline était supposé de passer au travers d'un village, puis elle décide de contourner le village, même si ça va coûter beaucoup de sous. Ça fait quasiment poser la question de. Dans le fond, si maintenant on a un bon cœur, quelque part, pourquoi qu'on la voit comme la méchante? Parce que, dans le fond, c'est une bonne action qu'elle fait là, puis dans le fond, c'est juste de l'argent. Quelque part, elle préfère, là, à place là, de détruire un village, ben de satisfaire le peuple, puis contourner. Puis, je veux dire, c'est comme la manière morale de faire les choses. Mais à quelque part, ben, c'est ça, on va la virer là, comme en méchante d'ici la fin du film. C'est sûr que elle devient une psychopathe pas mal là, pour la fin du film. Mais à quelque part, je pense qu'on aurait pu quasiment arriver puis trouver un côté elle a été utilisée aussi puis tout ça. C'est un personnage qui est quand même assez complexe, plus que qu'on peut penser. Oui, elle perd la tête, puis elle a un syndrome de Stockholm avec Renard puis tout ça. Mais il y a des raisons pourquoi elle s'est rendue là, puis pourtant c'est pas une méchante fille d'un côté. Puis, c'est un peu ça, c'est un personnage c'est une tragédie un peu là, dans toute son histoire. Que finalement, il faut qu'elle devienne la méchante, mais d'autre côté, elle a quand même un bon côté dans elle. À quelque part, elle partait là, comme une bonne fille, mais c'est juste qu'elle est comme un peu dans sa quête de vengeance sur le MI6. Fait que Bond va s'offrir dans le fond pour essayer là, de la protéger, puis il va lui dire que il va essayer de démontrer là, qu'il y a quelqu'un là, qui est là pour la tuer, puis elle va dire là, moi j'ai plusieurs pays en ce moment ou plusieurs réseaux de pipeline là, qui sont en compétition contre moi, puis je rentre justement au travers de des peuples, des affaires de même, il y a plein de monde que là-dedans là, ça fait pas leur affaire, fait que le danger là, c'est ça qu'elle vit au quotidien. Là, Bond explique, c'est peut-être quelqu'un à l'intérieur, en montrant là, la pine là, de son père. Fait que, en tout cas, c'est comme un peu sa manière là, d'embarquer. Fait que Bond va décider de quand même de la suivre, puis elle doit partir en ski, puis aller regarder là, son pipeline, que finalement, ils vont vraiment jamais voir. Là, ils vont juste regarder là, comme l'endroit où est-ce que le pipeline va passer, mais c'est tout. Cette scène-là, ça va rappeler quand même au service secret de Sa Majesté, là, où on avait là, du ski avec Bond et Tracy. C'est un film qui est basé beaucoup là, dans les sports d'hiver. Puis, en tout cas, on voit ça, puis on voit déjà un peu, là, même avec la musique là, de David Arnold, qu'on a essayé de faire, de créer une atmosphère là, d'amour peut-être là, qui va se créer entre les deux personnages. Puis c'est correct, je veux dire, c'est du James Bond à quelque part, il faut tout le temps qu'il y ait une genre d'intrigue, là, une intrigue, plutôt une histoire avec une femme, là, je veux dire, c'est l'essence même là, de l'histoire de James Bond.
Mais tu sais, à quelque part aussi, Electra va arriver puis elle va poser la question à James Bond, est-ce que tu as déjà perdu un être que t'aimes? Puis, tu sais, on va laisser ça là, tu sais, Bond va changer le sujet. Mais tu sais, je me dis d'un côté, c'est Bond qui change le sujet, mais d'un côté, d'avoir peut-être... ben, tu sais, je comprends qu'il commencera pas à dire à une personne qui vient de connaître, ben, j'ai perdu une femme qui s'est fait assassiner il y a une couple d'années ou quelque chose de même. C'est quelque chose qu'il aurait pu essayer de lancer d'un côté. Là, il y aurait une manière de le dire. Juste question de faire un clin d'œil. Mais on va avoir choisi là, de juste rien dire, qui est un autre choix pareil aussi que je respecte en tant que tel, mais j'aurais comme aimé que Bond dise ben je sais c'est quoi, parce que je veux dire oui j'ai perdu quelqu'un de près là, ma femme, tout ça. Ça aurait rajouté, je pense, juste une question là, de continuité, quelque chose qu'on n'a pas là, dans l'ère de Pierce Brosnan là. Fait que on se ramasse là, à une autre scène assez quand même bien fait là, une scène de ski puis des Parahawks, c'est dans le fond c'est le genre des skidoo là, qui sont sur des parachutes, puis c'est comme on essaie de faire là, des scènes de ski qu'on a eu là, on a eu quand même plusieurs là, au courant des années. On a eu justement au service secret de Sa Majesté. On a eu au début là, de L'espion qui m'aimait. Ça a été une grosse partie majeure là, de Rien que pour vos yeux. Puis même dans Dangereusement Vôtre aussi, ça a été la séquence d'introduction. Fait qu'on a eu beaucoup là, de scènes de ski. Fait que dans ce qu'on fait aujourd'hui, ben on essaye un peu là, de changer un peu la manière là, d'apporter la scène. Ben on a des objets volants au lieu d'avoir là, des personnes qui poursuivent Bond en motoneige ou en autre véhicule ou manière là, de poursuivre Bond sur la terre. Ben on va l'attaquer là, par les airs. C'est une différence de choses, mais c'est quand même assez grandiose comme changement, parce que justement, ben, on veut faire une différence, on veut pas répéter quand même qu'est-ce qu'on a vu. Mais c'est sûr que des scènes de ski, on en a vu beaucoup. Puis, comme dans toute la franchise, là, on a vraiment là, des bonnes scènes de ski. Puis celle-là, c'est sûr qu'elle fait pas exception. Là. C'est quand même une bonne scène d'action. Le bout que j'aime bien là, dans cette scène-là, c'est quand Bond il pense que finalement il s'est réglé là, de un des attaquants, puis que finalement ben, il est en train de sauter en bas d'une falaise, là, puis il le conduit en dehors de la falaise, puis que finalement le skidoo rouvre son parachute. Puis finalement, Bond, il est en train de sourire, puis il laisse une ligne, là, on va s'en voir en bas, quelque chose de même. Là. Puis finalement, ben, Bond, il fait comme se dire, oups, c'était pas supposé d'arriver comme ça. Là. C'est juste une petite réaction, mais je trouve que c'est vraiment efficace. Puis j'aime vraiment juste ce petit moment d'attention qu'on a apporté à Bond, que finalement, ben, ça se passe pareil comme dans les autres films, mais juste avec une petite différence, puis ça change pas grand-chose, c'est pas énervant du tout. Fait que c'est ça, fait que finalement ils réussissent à se débarrasser là, des Parahawks. Puis c'est là où on avait déjà un peu la relation entre Bond et Electra là, qui est en train de se construire tranquillement. Puis finalement, ben, Electra et Bond, Bond va sauver Electra. Finalement, ben, il y a comme une avalanche, là, puis finalement, ben, il tombe dans la neige. Puis, Bond, il fait comme la secourir, là, naturellement, là, avec un des gadgets qu'il y a eu de Q, un genre de ballon gonflable là, qui se monte alentour de lui pour se protéger en cas d'avalanche. Puis c'est ça, ça fait comme un peu le rapprocher. Elle un peu est en panique, puis finalement ben, ça lui donne comme un peu un côté de sécurité avec Bond, quelque part que Bond dit je vais te sauver d'ici, puis tout ça. Je pense que cette scène-là est quand même assez importante là, dans tout le scénario. Puis je pense que c'est là que Bond aussi arrive à avoir un attachement au personnage. C'est vraiment important. C'est une petite scène, mais je pense que c'est une scène pivot pour l'histoire du film. C'est pas là où que Bond va vraiment tomber pour le personnage, parce qu'à quelque part, c'est là qu'il va dire bon ben, là tu le sais, moi je m'en vais. C'est ça en bout de ligne qu'il fait là. Il va se ramasser un casino où ce qu'on va revoir le personnage là, de Valentin Zukovsky qu'on a vu là, dans L'œil de feu, puis dans le fond on a un peu la suite là, de l'histoire du dernier de L'œil de feu. On a comme son homme de main, là, M. Bullion. Ça, honnêtement, là, c'est quelque chose qui me dérange un peu.
que le nom du personnage. Je comprends que Ian Fleming a fait des personnages là, qui s'appellent Pussy Galore. Des personnages avec des noms là, assez littérales, puis que c'est ça un peu dans James Bond, mais le fait qu'il s'appelle Monsieur Bullion, puis en bout de ligne, il y a juste comme toutes les dents en or pour montrer qu'il y a plein d'argent en bouche. Honnêtement, ça me dérange. Il y en a un qui va arriver la semaine prochaine, là, que je pense que c'est le summum là-dedans. Mais, en tout cas, on a un autre qui va arriver un peu plus tard dans le film là, qui donne pas sa place aussi. Mais c'est ça, c'est un peu comme quasiment pour faire juste pour faire un pun, ou que James Bond va pouvoir dire quelque chose sur ça en pensant être vraiment intelligent. Là. C'est pas vraiment le cas pour M. Bullion, c'est juste que juste parce qu'il est des dents en or, tout ça, là, ça y va. Mais en tout cas, c'est ça où ce qu'on voit un peu le faiblesse là, dans le scénario, surtout là, dans la manière là, qu'on va nommer les personnages, puis on va se dire c'est drôle, il s'appelle comme ça, puis finalement il est dans l'or, là, mais honnêtement là, ça me fait un petit peu plus là, virer les yeux de bord. Là. Mais en tout cas, fait que Zukovsky, lui, il va un peu nous dire d'où ce que Renard il vient, là, qu'il était dans la guerre, puis en tout cas, tout un peu son historique, là, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, pourquoi il s'est ramassé là, à kidnapper Electra. Electra, elle, justement, elle va se pointer, puis elle va jouer un jeu. Puis, tu sais, c'est ça, justement. Tu sais, on est au casino, on est dans un film de James Bond, mais James Bond ne joue pas au casino. Il est au casino, mais il fait autre chose. Tu sais, c'est des affaires qui sont bondesques, mais on fait autre chose. Au lieu d'avoir James Bond qui va jouer au casino, comme qu'on s'est attendu à ça. Ce qu'on est supposé de comprendre là-dedans, c'est que en bout de ligne, elle veut savoir qui la traque, mais que du côté à Bond, ben lui, dans le fond, il veut la protéger, puis là, ben, quelque part, elle va arriver, puis elle va perdre 1 million à un jeu, là, une carte, puis elle perd 1 million. Je sais pas si, mettons, elle aurait gagné, si, mettons, finalement, ça aurait été... tu sais, ce que je disais qu'elle aurait gagné 1 million, je pense qu'elle aurait, d'après moi, il aurait fait une affaire de genre à double, puis finalement, jusqu'à temps qu'elle perde, ben c'est ça qui ça serait produit. D'après moi, c'est ça. Je veux dire, juste, je sais pas pourquoi, mais je me pose tout le temps la question. Ça, puis c'est la seule réponse que je peux arriver avec. Elle aurait doublé, elle aurait eu 2 millions, puis finalement, ben, tu sais, elle aurait tout perdu en bout de ligne. Je pense que ça aurait été la seule logique. Fait que Bond, bien sûr, ben, en voulant en plus la protéger de près, ben, finalement, ben, il va se ramasser à coucher avec Electra. Pendant ce temps-là, ben, c'est là qu'on va voir l'introduction là, de Renard. T'sais, on est rendu à 50 minutes du film, puis finalement, ben, on a comme supposément, on essaie de nous montrer que ça va être le grand méchant. Mais on est à 50 minutes du film, c'est quand même assez tard là, dans le film. Oui, on y a vu la tête là, assez en gros là, un peu au début, là, mais ce qu'il fallait comprendre, c'est que le 009 il a essayé de le tuer, puis que finalement ben, la balle elle y a rentré dans la tête, mais finalement ça ne l'a pas tué, puis il y a une balle qui... ça y tue tout là, dans son cerveau, ça y élimine là, ses sens, puis finalement ben, il ne ressent pas là, de mal. Puis finalement, ben, ça le fait qu'il devient de plus en plus fort. Là, il devient un peu un surhomme. Ce qui va être plate là-dedans, c'est que on va pas vraiment beaucoup exploiter là, cette idée-là. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui va me déranger tant que ça. Oui, c'est plate qu'on n'aura pas exploité ça. Des fois, on va le faire. On va avoir un job avec son chapeau, puis on va exploiter ça à fond. On a l'homme au pistolet d'or qu'on va exploiter son fusil d'or vraiment là, beaucoup. C'est tout le temps ça un peu normalement qu'on fait. Là, on nous garde un peu l'idée que qu'on peut pas y faire mal. Puis ça va rester un peu un train de fond. C'est juste en fait l'histoire, il va devenir un petit peu là, une tragédie en tant que telle comme personnage que dans le fond c'est plate, puis surtout quand on va le voir mettons avec Electra un peu plus tard, tout ça, qu'en bout de ligne il ressent rien dans tout ça. On va essayer là, de rajouter une couche là, sur le personnage. Sauf qu'à quelque part, ben, je pense qu'il arrive un petit peu trop tard là, dans l'histoire. Puis, tu sais, on pitch un peu partout.
dans l'histoire, on essaie de le montrer que c'est le grand méchant, mais finalement, ben, c'est le second, quand on va comprendre toute l'histoire vers la fin du film. Puis Robert Carlyle, comme l'acteur, lui, il essaie de faire ce qu'il peut. J'ai rien contre lui, mais je pense que il est correct pour le rôle, mais je pense que le seul bout qui est plus intéressant, c'est quand il est avec Elektra, puis c'est pas grand-chose. C'est quelques scènes là, vers la fin du film. Quand il est tout seul, ben, il marche pas. C'est juste ça que je trouve là, qui est vraiment plate. Là, en ce moment, quand on le voit là, dans sa scène d'introduction, on peut voir que dans le fond, il tient là, des pierres là, toutes chaudes, tout ça, puis dans le fond, il ressent rien de tout ça. Il y a le personnage de Davidoff puis de Arkov, puis finalement, ben, il va éliminer là, le personnage de Arkov là, pour montrer là, que dans le fond, là, il est d'affaires, puis si mettons tu veux bretter quelque chose de même, ben, tu vaux plus rien. Ça, je comprends ça. On montre que le personnage, il n'y a pas de pitié. Ça, c'est correct, mais je sais pas, je trouve qu'il paraît au final, là. Les seules scènes qui marchent, c'est juste quand il est en train là, d'être avec Electra plus tard dans le restant du film. Sinon, ben, j'en ai pas mal rien à foutre là, du personnage. Puis c'est vraiment dommage. Alors, Bond, après avoir couché avec Electra, ben, pendant qu'elle adore, ben, lui, il va se promener là, sur le terrain d'Electra, puis finalement, il va essayer de savoir un peu, il va aller dans les bureaux, puis savoir un peu là, où il y a la taupe. Dans le fond, là, c'est qui pourrait avoir tué Robert King. Il va il va aller dans des bureaux, puis il va regarder là, des documents, tout ça. Puis finalement, ben, il va avoir Davidov qui va se pointer. Puis finalement, ben, il va décider qu'il va. Il va suivre Davidoff parce que Davidoff va avoir le corps d'Arkov. Il va prendre sa place, puis c'est pour ça que Bond va se dire bon, ben, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que suite à ça, ben Bond va prendre la place à Davidoff, puis il va juste se faire ramasser comme par hasard par l'équipe qui devait ramasser Davidoff pour l'amener là, à un chantier là, où on va faire comme une bombe nucléaire. Ben c'est ça, c'est comme un peu tout du hasard. C'est là un peu que l'histoire, on sait pas exactement, on fait juste comme continuer l'histoire, puis l'histoire elle devient un petit peu n'importe quoi. Là, une fois que Bond arrive là, sur le terrain, oui, il y a un autre élément là, majeur qui arrive là, dans le film. On a le personnage là, de Christmas Jones qui apparaît, là, joué par Denise Richards, que elle, je sais pas, j'ai pas de mots là, rendu là. C'est vraiment là, la pire prestation, je pense, là, dans toute la franchise. Je veux dire, on a peut-être le podium, c'est qui est sur le top du podium. Ok, on a Stacy Sutton de Dangereusement Vôtre. Mais c'est qui en tant que tel là, qui est pire entre Christmas Jones puis elle, c'est un peu je sais pas trop. C'est juste que la différence qu'il y a entre elle et Stacy Sutton, c'est que elle, ben Stacy Sutton, j'ai pas trop grand chose à dire contre elle. Parce que, tu sais, oui, elle suit James Bond, mais tu sais, je trouve qu'elle va bien quand même dans le film. Denise Richards, aujourd'hui, ben, je pense qu'on a un personnage qui est assez crédible. Puis honnêtement, tu sais, je veux pas. Je trouve ça plate juste quasiment de dire ça, mais je la crois pas en scientifique, intellectuel, tout ça. Je la crois pas. C'est sûr que si on regarde un peu qu'est-ce qu'elle a fait comme film avant. Elle a joué là, dans Wild Things juste l'année avant, puis dans le fond c'est des films où elle utilise plus son corps, tout ça. Dans Starship Troopers c'est un peu la même affaire, tout ça, puis là ben tout d'un coup tu essaies de me dire que cette actrice là ben elle a elle est capable d'utiliser autre chose que son corps, tout ça. Ça marche pas tout à fait. Ben, c'est ça, au moins pour se rendre là, toutes les choses d'infiltration, oui, il y a un peu du hasard, tout ça, mais le chose où que Bond va changer sa carte d'identité, puis va prendre sa carte de Universal Exports pour prendre sa photo dessus, tout ça, pour prendre dans le fond une carte de déguisement pour la transférer sur un autre, tout ça. C'est toutes des petites choses que j'aime bien. Ça rapporte un peu un côté réaliste là, d'agent secret ou de
du travail d'espion. C'est pas tout le temps juste des gadgets qui sortent dehors de son monde. Je veux dire, il utilise sa tête un peu, ou c'est lui qui fait les choses. Ça, c'est des petites choses que j'aime. Dans ce film-là, c'est comme au début aussi, là, que, dans le petit bureau, que c'est toute une petite scène intime, puis c'est James Bond qui utilise sa tête. Puis c'est sa manière d'être. C'est des petites choses que je trouve qui sont fortes, puis que ça n'a comme pas de lien là, entre les deux, là, mais c'est juste pour dire comment que j'aime ça quand c'est l'acteur ou le personnage qui fait quelque chose, puis c'est pas nécessairement Q qui est alentour de lui, qui appelle des gadgets, tout ça, qui fait qu'il va sortir d'une situation, puis c'est James Bond qui va utiliser son ingéniosité pour régler la situation. Fait que c'est ça. Là, on est en Kazakhstan, où il y a une genre de. En Asie centrale, où il y a une usine nucléaire, puis c'est ça, il y a le personnage là, de Christmas Jones. Puis là, ben, dans le fond, Bond va répondre à Christmas. Il va dire qu'il a été à Oxford, mais que finalement, ben, elle sait qu'il n'a pas été à Oxford. Tu sais, elle sait qu'il a assez ça, tu sais, qu'il a genre 62 ans, puis tout ça. Mais tu sais, finalement, elle va le laisser rentrer. Ben, c'est sûr qu'elle sait peut-être pas tout à fait, mais elle s'est peut-être juste laissé une porte. Elle se dit, bon, ok, c'est beau, je vais vérifier 2-3 affaires, puis après ça, je vais aller m'informer sur le personnage. Mais, tu sais, pourquoi qu'elle a pas déjà fait affaire à. Ben, tu sais, qu'elle a pas vérifié avant, tu sais, juste au cas où, si elle n'est pas vraiment là en train d'être suspicieuse de même. C'est sûr que c'est quelque part, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec lui. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que ça allait bien aller, là, mais en tout cas. Fait que Bond, il descend comme vraiment profond là, dans la mine, puis finalement, ben, il retrouve Renard dans le fond, puis que lui est en train de voler là, une bombe. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, on a juste les deux personnages. C'est quand même une bonne petite scène. Là. J'ai dit que Renard, il marche bien avec Electra, mais juste les deux ensemble, juste les petites pointes qui vont se faire, tout ça, je trouve que c'est quand même une scène qui est quand même assez le fun à voir, que Renard va picosser James Bond, puis ben, James Bond, il va vraiment pogner, puis à quelque part, ben, il va voir l'assassiner, il va voir l'assassiner, il va voir l'exécuter sur le champ. Puis tu sais, c'est ça que j'aime beaucoup de la prestation de Pierce Brosnan, je sens qu'il va le faire. Il est prêt à le faire, tu sais. C'est juste que peut-être qu'il grimpe un peu trop rapidement, là. Puis c'est pas vraiment dans le personnage de Bond de grimper. Mais, tu sais, faut pas oublier qu'on a quand même assez fait un bon travail pour montrer que James Bond, il s'attachait là, au personnage d'Electra. C'est-tu un peu trop? Peut-être, parce que je veux dire, c'est généralement un personnage qui est toujours en contrôle de lui-même, puis là, ben, il est en train de perdre un peu le contrôle. C'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir, là, mais moi, ça me dérange pas en tant que tel. Je veux dire, des fois, là, il peut. Je veux dire, il peut perdre un petit moment. Là, peut-être un peu aussi une chose là, qui aurait été bon de peut-être justement dire que de parler de sa femme à quelque part, montrer que tu est allé le toucher là-dessus, puis peut-être que je veux dire, ça amène justement un petit bout où qui est un petit peu plus vulnérable. En tout cas, c'est moi, c'est comme ça, je place ça un peu pour montrer là, qu'il y a un petit côté là, qui est ressorti de lui, puis Electra est allé rechercher quelque chose dans lui, tout ça, puis je pense que c'est ça qui aurait pu aider là, à l'autre scène plus tôt. Fait que finalement, ben c'est ça, on a Christmas Jones qui redescend avec le gars de la sécurité, puis que finalement, ben, on réussit à trouver que prouver là, que James Bond est. Ben, le Dr. Arkov n'est pas James Bond, tout ça. Puis là, ben, dans le fond, on a une fusillade là, qui éclate. C'est correct comme scène. C'est quelque chose que je pense qui avait été tiré là, quand j'ai parlé de l'œil de feu dans l'écrivain là, de l'œil de feu avait écrit plusieurs scènes d'action, puis c'était une idée qui avait été sortie. Je pense que c'était le même écrivain qui avait écrit le film de Sylvester Stallone La falaise, la mort, puis c'était lui le premier écrivain là, de l'œil de feu, puis en tout cas, c'est ça, il avait écrit une scène là-dessus, puis même la scène des hélicoptères avec les scies, ben ça vient aussi là, de l'œil de feu. Que si vous vous rappelez là, quand que j'ai parlé là, dans l'œil de feu, qu'il y a des idées qui ont été apportées là, dans les prochains films, ben c'est ces idées-là là, qui font surface aujourd'hui.
Fait que, naturellement, Bond va réussir à sortir de tout ça. Il va avoir toute la fusillade, comme je dis. Tu sais que Bond, où il va réussir à embarquer sur des chaînes, puis que il va avoir le feu en arrière, puis tout ça. C'est tout un peu là, des bonnes mises en scène en tant que tel. J'ai pas de problème avec cette scène-là en tant que telle. Peut-être qu'on voit un petit peu trop tout le temps des grosses explosions. Peut-être que ça serait le fun de revoir un petit peu là, des choses un petit peu plus moins explosifs. Tu sais, rapporter, je sais pas comment, là, parce que je veux dire, on est dans un film d'action, puis je sais pas comment tu fais pour arriver là, avec la grosse scène de ski, puis la grosse scène de bateau, puis tout d'un coup essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus moins complexe. Mais rien que pour vos yeux, avait fait quelque chose de similaire avec ça. Il y avait des grosses scènes toutes spectaculaires, puis vers la fin, on avait juste comme ralenti la cadence, puis ça marchait quand même. Là, je veux dire, c'est tout le temps explosion. Puis, quelque part, le cerveau a un petit peu explosé là-dessus. Là, puis, j'ai pas vraiment d'émotion là-dessus. Où ce que vraiment, je trouve que ça va être le point là, qui va vraiment là, comme faire que mon cerveau va vraiment exploser, c'est quand elle va arriver Christmas Jones, elle veut vraiment absolument, elle est vraiment décidée qu'elle veut vraiment savoir le nom de James Bond pour de vrai. Puis là, James Bond, il va y dire là, Bond, James Bond. Mais c'est la deuxième fois que James Bond se présente. Il s'est présenté plutôt à Electra, puis là, il va arriver, puis elle va lui dire c'est quoi ton nom, puis Bond va arriver, il va dire Bond. Puis là, il va être sur, dans le fond, un ascenseur pour pouvoir monter. Puis une fois qu'il va avoir réussi à sortir, puis c'est là qu'il va dire James Bond, c'est comme un punch tout ça. Puis honnêtement, moi ça marche pas. Normalement ça devrait, là, surtout comme la chose de la cravate tantôt, ça a fonctionné, mais cette passe-là pour moi elle ne marche pas. Si ça aurait été peut-être la seule fois que Bond s'aurait introduit dans le film, peut-être que ça aurait mieux marché, mais là, c'est la deuxième fois qu'il s'introduit. C'est comme, à quelque part, il faut choisir que les marques de commerce, il faut choisir où les mettre. Puis là, puis il faut les mettre une fois. Là. C'est comme à Arnold dans Terminator 3, où ce qu'il va dire I'll be back, she's back, I will be back, puis tout ça. Là, c'est comme, OK, là, tu choisis une fois que tu veux le dire, puis c'est tout. Là. Tu arrêtes de le dire. Là tu es en train de brûler l'idée. Puis là, c'est ça. Là, dans ce film-là, on a brûlé le Bond, James Bond. Il a le droit aussi de s'introduire normal à quelqu'un. Il peut dire, mon nom, c'est James Bond. Il a le droit de dire ça. C'est un humain. Je sais pas. Je trouve que à chaque fois qu'il doit s'introduire, il faut tout le temps qu'il s'introduise de même. En tout cas, pour moi, là, ça marche pas là, la deuxième fois. Puis c'est un petit peu trop. Ça me fait penser un peu là, à la scène là, dans Demain ne meurt jamais. Où c'est juste comme une scène spectaculaire, puis on a la grosse où ce que James Bond il prend la manette de la voiture de Q, puis là on a la tune thème de James Bond qui nous frappe de plein fouet, puis tout ça. C'est un peu le même principe. Il fait juste dire son nom, puis on a la grosse tune de James Bond à quelque part. Oui, il sort là, du silo, là, en tout cas, qui font la bombe, tout ça. Ça, je comprends, mais c'est comme trop, juste pour le fait que Bond dise James Bond. Puis ça mérite pas avoir comme une grosse scène de même, à moins que ça aurait été la seule fois qu'il dit, là. Alors, pendant ce temps-là, il y a Electra, finalement, qui se réveille le lendemain matin et qui se rend compte que Bond n'est pas avec elle. Puis ça, dans le fond, c'est comme tout bien monté, quelque part. Puis je pense qu'on peut quasiment se poser des questions tout le temps. Puis je trouve que ce film-là fait quand même une bonne... il fait bien ça là, dans le fond là, de nous poser vraiment des questions quelque part. Es-tu bonne, es-tu ou est méchante, quelque chose de même, parce que là on avait Renard un peu plus tôt que lui il disait les mêmes choses que Electra, puis en genre de faire là, que si mettons il n'y a pas de but à vivre là, si mettons on peut pas sentir qu'on est vivant, ça c'était une phrase là-dedans, puis le côté où il savait que Bond était blessé, tout ça. Elle a sa réponse, les réponses à donner à James Bond pour ces choses-là, que Bond il va retrouver Electra, puis il va dire il savait des choses, tout ça. Puis elle a des bonnes réponses, fait que ça fait qu'on est quand même en train de toujours se demander
OK, c'était-tu juste des excuses ou elle a dit. Mais tu sais, je sais pas si je vois Electra prendre le téléphone puis elle dit il y a James Bond qui va être que tu pourrais peut-être croiser, puis il y a un problème à l'épaule. Ça, je sais pas si ça peut vraiment arriver, là, mais en tout cas, faut croire que c'est arrivé à quelque part. Mais je trouve juste ça un petit peu. C'est ce genre d'affaire, je pense que t'appelles pas vraiment quelqu'un pour dire ça, là, juste qu'il y a peut-être une épaule qui est sensible. Mais en tout cas, fait que Electra, elle va contacter M, puis elle va la manipuler là, pour qu'elle vienne aider, qu'elle soit sur le terrain pour mieux contrôler la situation. Puis c'est ça, Bond va arriver, puis il va parler à M, puis il va dire peut-être pas rapport ici, tout ça. On voit que Bond, dans le fond, il n'a pas nécessairement été convaincu là, par Electra. Puis ça, je trouve aussi que c'est quand même une bonne affaire de James Bond. Dans le fond, il est pas. Il se fait pas manipuler là, aussi facilement. Mais il s'est fait manipuler quand même depuis le début. Mais il y a vraiment ses suspicions là, sur la chose. Puis. C'est comme ça se montre pas vraiment. Il essaie de garder ça pour lui par la suite. Mais il reste quand même ouvert à l'idée que peut-être là, que finalement là, elle a été là, manipulée par Renard. Puis que c'est ça, elle a comme un syndrome de Stockholm. Puis que finalement, est d'alliance avec Renard. Fait que. Electra, elle va manipuler, elle va dans le fond là, saboter son pipeline. C'est pas elle qui va le faire, c'est Renard. Là, dans le fond, la bombe qu'il a volée, il va la mettre là, dans le pipeline pour essayer là, de détruire une station. Puis Bond va partir avec Christmas Jones. Je vais dire Jones, je suis pas capable de dire Christmas. Là, je trouve ça ridicule comme nom. Là. Mais c'est ça, il va partir avec Jones dans le pipeline pour essayer là, d'arrêter la bombe. Il va arriver avec une ligne, là, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir arrêter une bombe, puis elle va dire, t'as besoin de moi. Là, c'est du cliché, là, mais ça peut passer. Là. Je peux pas arriver et dire que toutes les lignes qu'elle dit, là, ça me tombe sur les nerfs, même si toutes les lignes qu'elle dit me tombent sur les nerfs. Fait qu'ils vont arriver puis ils vont embarquer là, dans un genre de petit véhicule là, qui se promène là, dans les boyaux, puis vraiment ils vont se faire rattraper là, par la bombe. Puis tu sais, dans le fond, quand la bombe ils vont se rendre compte qu'ils ont la moitié là, du plutonium qui est dedans, fait qu'elle peut pas faire tout exploser, mais ils sont dans un tuyau. Puis tu sais, normalement, si mettons t'as une bombe qui explose dans un tuyau, puis une grosse quand même bombe, si t'es quand même pas trop loin, c'est comme la seule place où l'explosion peut aller, c'est à gauche et à droite, à quelque part, dans les deux sens. Fait que l'explosion, là, elle va partir puis elle va ramasser le tuyau au complet, là, surtout s'ils sont vraiment pas loin, là. C'est ceux qui sont calcinés là, avec la partie de la bombe. Là. Ça marche pas là, par logique. Là. La bombe, une fois qu'elle explose, là, elle tombe pas juste à détruire le 50 mètres là, de tuyaux, là, comme qu'ils disent. C'est ceux qu'à l'intérieur là, sont calcinés. Là. Ça, c'est certain. Là. Mais en tout cas, faut garder ça un peu de côté. Mais c'est ça. Fait qu'à partir de là, M va être kidnappée là, par Electra, puis c'est là qu'on va savoir que Electra, c'est finalement c'est elle la grande méchante là, derrière tout le complot là, d'avoir tué là, son père au début du film. Alors, Renard va. On va avoir une couple de scènes là, avec Renard et Electra. Ce qui est le fun de cette scène-là, c'est que ça fait comme un comparatif avec le début du film où on avait Electra et Bond au lit. Là, on aurait Renard et Electra au lit. Puis, tu sais, lui, dans le fond, il ne ressent rien. Puis, tu sais, je trouve que c'est une scène qui est quasiment plus intéressante avec Renard et Electra. Qu'en bout de ligne, Renard il va avoir comme une jalousie envers Bond parce que Bond il peut apprécier le moment si on veut. Mais tout qu'est-ce qui se passe là, dans cette scène-là, ça montre un peu le couple tordu qu'ils sont dans le fond.
Puis, Renard qui se fâche, puis que dans le fond, là, qui défonce un genre de meuble, puis que finalement, il y a un morceau de poignée dans sa main, tout ça. C'est un petit peu dégueulasse, mais tu sais, c'est tout un peu pour montrer là, que, dans le fond, là, elle est en amour avec lui, puis, tu sais, je trouve que ça reste quand même que c'est une bonne scène, puis on peut comprendre un peu là, la chimie entre ces deux personnages-là. Puis l'affaire, là, c'est que aussi la chimie entre Bond et Electra aussi était pas mal égale, mais tu sais, c'est comme à quelque part, tu sais, elle est tellement manipulatrice là, que tu sais, elle est peut-être en train de jouer Renard aussi. Là, tu sais, ça pourrait bien marcher aussi, là, à quelque part que. Elle a juste son agenda à elle, mais à quelque part, tu sais, elle est vraiment là, sur le côté de Renard. Là. Fait que M est capturé là, au même endroit. Là, dans le fond, elle est gardée là, dans une cellule où ce qu'ils sont. Elle s'est fait donner là, le genre de carte GPS là, que Bond avait pris là, de la bombe un peu plus tôt. Puis c'est ça, fait que elle va s'arranger là, pour réussir à ramasser ils ont laissé là, un cadran là, pour y dire là, que dès le temps là, que à telle heure, ben, dans le fond, il y a une bombe là, qui va sauter là, sur le pays, puis que finalement, ben, elle va mourir avec ça. Là. Pendant ce temps-là, ben Bond, que Electra et Renard pensent qu'il est mort avec Jones. Ils vont faire la déduction que ils n'ont pas pensé à ça, mais le fait que Electra a laissé $1 million dans le casino là, sans rien dire, tout ça, un peu plus tôt dans le film, ben, il y a peut-être quelque chose de louche avec ça. Fait qu'ils vont se ramasser à l'usine de caviar de Zukovsky. Puis là, on va avoir une autre scène là, assez spectaculaire. Dans le fond, j'aime mieux cette scène-là que la scène là, dans le silo là, ou à l'usine là, nucléaire. Honnêtement, je trouve ça quand même comme concept, là, c'est quand même grandiose, là, où ils sont tous sur un quai, puis les hélicoptères avec des scies. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais moi, je veux dire, j'aime beaucoup cette scène-là quand même. On essaie d'embarquer là, un nouveau concept, tout ça, puis juste des dangers là, pour que Bond puisse esquiver, tout ça. Ça n'a peut-être pas de sens à quelque part. Il y a tellement là, de personnes qui attaquent juste James Bond rendu là. Il y a juste lui qui est là, puis que finalement, ils sont pas capables là, de prendre le dessus sur lui. C'est à peu près impossible, mais c'est un film de James Bond, fait que c'est tout à fait normal. Il y a quand même une place où qu'on va arriver puis on va se dire ben peut-être qu'on va avoir encore une autre scène de voiture. Oui, on a une mini scène de voiture quelque part où on a la nouvelle BM à James Bond qui est toute une petite BM là, c'est pas une grosse BM, mais encore une fois comme je disais là, dans Demain ne meurt jamais, ben je vois pas James Bond vraiment là, dans une BM. Je trouve pas que c'est une voiture qui va bien avec. Mais tu sais, dans le fond, le but là-dedans, c'est qu'il puisse s'en servir, puis qu'on puisse montrer que James Bond a une BM, puis que dans le fond, on a notre commanditaire, puis finalement, là, ben, la BM là, se fait scier en deux, puis c'est pas long. Puis c'est ça, fait que tu sais, toute cette scène-là, là, je trouve qu'elle paraît bien, là, mais honnêtement, là, quand je vois cette scène-là, je me rappelle là, du jeu sur Nintendo 64, parce qu'il y a eu un autre jeu là, suite à GoldenEye sur Nintendo 64. Puis je veux dire, dans le fond, j'ai passé le jeu jusqu'à là, puis ce tableau-là, j'ai jamais réussi à le passer. Là, c'était infaisable avec les hélicoptères là, qui attaquent, tout ça. Mais en tout cas, je suis pas ici pour parler de jeux vidéo, mais si, mettons, c'est un jeu que vous avez joué, ben moi, je veux dire, j'ai jamais réussi à passer ce jeu-là, puis rendu à cet endroit-là, ben j'ai carrément abandonné. Puis finalement, je suis jamais retourné entre-temps. Peut-être que je vais le compléter là, plus tard, mais honnêtement, je ne penserais pas. Il y a beaucoup de jeux, je vais probablement en parler là, plus tard là, dans les podcasts, là, parce que les jeux deviennent de plus en plus gros là, avec le temps. Dans le fond, là, on commence dans ces temps-là. Puis, tu sais, je veux dire, je vais avoir joué à pas mal tous les jeux. Là. J'avais pas de PlayStation dans ce temps-là, fait que je pouvais pas jouer à Demain ne meurt jamais, mais. Tout ce qui était Nintendo, ben je me suis procuré là, tous les jeux à fur et à mesure. On avait aussi là, le jeu qui est sorti là, pas trop longtemps après aussi. Là, on avait le jeu là, de Agent Under Fire qui est quand même
un jeu qui est quand même assez intéressant avec une histoire, une nouvelle histoire, tout ça. Jeu que j'aurais pu recommander s'il n'y aurait pas eu la suite là, de Nightfire, qui est encore peut-être le niveau suivant, là, qui était vraiment là, un jeu là, assez exceptionnel, qui était quand même intéressant. Mais en tout cas, fait que ça c'est ma petite partie là, pour parler de jeux vidéo. Finalement, ben, c'est ça. Le but là, de Zukovsky, c'est que dans le fond, il achetait les services à Zukovsky pour que lui, il leur réfère un sous-marin qui est dans le fond le cousin à Zukovsky. Fait que c'est ça le lien, dans le fond, avec le début du film. C'est un petit peu n'importe quoi rendu là. On cherche juste un peu des liens là, pour trouver comme un repère là, pour la fin, tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire vers la fin. Fait que Bond va discuter quand même avec Zukovsky, puis finalement, du côté AM, elle va avoir le GPS dans ses poches, puis finalement, c'est ça, elle va avoir réussi à envoyer là, sa position là, à cause du GPS de la bombe. Mais tu sais, dans le fond, ça servira pas à grand-chose en bout de ligne, parce que Bond va se faire capturer à partir de là. Fait que Bond va se faire apporter à côté de où ce que M allait. OK, peut-être là, que le fait que Zukovsky va se pointer plus tard, lui, il savait, il sait à cause de ça, mais c'est vraiment ambigu rendu là. Est-ce qu'il aurait pu suivre James Bond ou quelque chose de même? Il aurait pu avoir un GPS là, dans la voiture à Bullion, je sais pas. Là. C'est toujours Bullion, quelque part, là, qui est traite depuis le début. Puis tu sais, c'est Bullion qui a dit qui a fait un appel à Renard ou à Electra pour dire que Bond est encore en vie. C'est comme une idée que, tu sais, Bond il arrive, il dit parfait, Electra elle pense qu'on est mort. Mais la scène suivante, Bullion appelle et il dit Bond est encore en vie. Tu sais, c'est comme Bond n'a pu rien faire pendant que Electra pouvait penser qu'il était mort. Tu sais, c'est comme on a oublié un peu, on savait pas quoi faire, on s'est dit c'est une bonne affaire, mais finalement on sait pas quoi faire avec. Fait que on en repart avec une scène d'action tout ça. Puis tu sais, c'est comme un peu on a saboté là, une idée là, qu'on a essayé de faire, mais en tout cas, on n'a pas tenu compte de qu'est-ce qu'on apportait avant. Fait que Bond est capturé, comme j'ai dit, puis Bullion avait laissé une bombe, puis finalement, on ne sait pas si Zukovsky est mort ou pas avec ça, mais finalement, il va revenir un peu plus tard. Bond va être torturé, dans le fond, il va avoir une genre de chaise de torture, puis c'est quelque chose qui doit faire mal, quelque part. Il y a comme le cou à gripper, puis à y rendre quelque chose dans le cou pour comme pousser, puis finalement, ça va casser le cou là, éventuellement, là, à force de tourner dedans. Je sais pas si c'est quelque chose qui existe, mais ça doit vraiment comme faire mal, là, ça doit étrangler. C'est ça que je me demande à quelque part. C'est à force de pousser, il doit manquer d'air. Je veux dire, il peut pas respirer, rendu là, il se fait étrangler. Là. Mais en tout cas, ça a l'air que le coup va lâcher avant. En tout cas, je sais pas, là, je suis pas biologiste, là, mais je me dis juste à quelque part comment il fait pour respirer. Le tuyau doit être pas mal bloqué, là, mais en tout cas. Fait que Zukovsky, pendant ce temps-là, lui, il rentre, puis pendant que Bond il se fait capturer, il se fait torturer là, par Electra. Tu sais, en bout de ligne, c'est là qu'on voit un peu le délire à Electra, puis c'est là où on aussi a plugué le nom du film, puis je trouve honnêtement, la manière qu'on plug le film, je comprends qu'on voulait plugger garder quelque chose d'Ian Fleming, mais je trouve quand même que on a trouvé un peu n'importe quoi pour le dire, puis juste le plugger dans le film là. C'est pas quelque chose qui est important au film, c'est juste ça que je vais quand même un peu dire que c'est plate un peu, c'est juste pour dire que c'est l'emblème ou c'est le dicton familial, tout ça. Mais ça n'a pas du tout là, de rapport avec le film, puis je trouve juste ça dommage. Fait que Zukovsky va arriver, puis dans le fond, il va venir sauver Bond. Zukovsky va se faire tirer, puis dans le fond, dans son dernier la dernière chose que Zukovsky va faire, il va libérer Bond. Dans le fond, la canne que Zukovsky a,
c'est parce que Bond l'a blessé plusieurs années avant, puis Zukovsky est pogné avec une canne à cause de Bond, puis avec la canne, ben il va sauver Bond. C'est un peu un genre de poule avant l'œuf, tout ça. Là. En tout cas, je veux dire, si mettons il n'aurait pas fait ça, ben Bond n'aurait pas été sauvé. Là. Bon, je sais pas si y aurait eu autre chose, là, mettons, mais je trouve que l'idée est intéressante là, quand on regarde ça là, dans cette perspective-là. Fait que Bond, ben, il va partir à la poursuite d'Electra, puis finalement, ben, Electra, elle va penser là, que Bond pourra pas la tuer. Pendant qu'il est en train là, de monter dans l'édifice, ben, M va l'entendre, puis elle va dire Bond, je suis ici, puis finalement, ben, Bond va ouvrir la porte, puis va libérer M. Ça va être pas mal la dernière fois qu'on va voir M jusqu'à la fin du film. C'est ça que je dis aussi, c'est qu'à quelque part, elle avait pas vraiment besoin du GPS pour se faire trouver. Bond est déjà sur place. Oui, ça donne une place pour que Zukovsky est capable de retrouver Bond, mais je trouve ça faible comme idée. Il aurait fallu que c'est à cause de ça qu'on a réussi à secourir M. Là. Je trouve que juste l'idée là, du GPS, c'est pour que ça soit Zukovsky. Je trouve juste ça un petit peu que ça tombe à plat comme idée. Là. J'aime la manière que Bond va tuer Electra. Quelque part, c'est quand même assez de sang-froid, mais dans le fond, il fait sa job, tout ça. Puis j'aime toujours quand James Bond fait quelque chose là, de sang-froid, quand il tue quelqu'un, là, que je veux dire, c'est sa job, tout ça, il va le faire, puis il va tirer, puis il y a souvent au moins un moment par film qui va faire ça, puis je veux dire, j'adore chaque moment, là, à chaque fois qu'il fait ça. C'est juste que, tu sais, Electra, elle va être en train de parler au walkie-talkie à Renard, puis elle va être en train de crier, tu sais, elle va dire continue l'opération, tu sais, genre plonge. Puis, quelque part, ben, c'est sûr que Bond qui tire, il va l'avoir entendu dans le walkie-talkie. Là. Fait que, tu sais, plus tard, où ce que Bond il va dire qu'Electra est morte, tu sais, je sais pas, tu sais, Renard, qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là? Peut-être qu'il était en train de faire autre chose, puis là, il a dit, ben, tu sais, il était clairement attentif à Electra. Puis, tu sais, ce matin, elle dit plonge, puis t'entends un coup de feu après. Puis après ça, quand Bond arrive puis il dit qu'elle est morte, ben tu sais, ça vient pas de nulle part. Puis même pourquoi que Renard essaie pas là, de comme dire Electra, hello, Electra, tu sais, je veux dire, il essaie pas du tout là. Je veux dire, dans le fond, c'est juste pour avoir la scène, pour avoir la scène de fin rendue là. Fait que Madame Jones a été kidnappée, apportée là, dans le sous-marin. Pourquoi elle était apportée là? Ben, c'est parce que je sais pas, parce qu'il fallait qu'elle soit là pour la finale, dans le fond. C'est pas mal la seule raison que je peux trouver là-dedans. Bond va vraiment là, réussir à secourir Jones, puis tu sais, dans le fond, il va y avoir une couple de personnes là-dedans, là, puis que finalement, ben, Bond va se battre, puis vraiment, mais tu sais, vraiment, on va se ramasser au combat final avec Renard, que finalement, ben, tu sais, on va pas vraiment exploiter là, le côté surhumain de Renard. Je trouve juste ça un petit peu dommage rendu là. Puis même, tu sais, toute la section du sous-marin, je sais pas, tu sais, j'ai juste hâte que le film finisse. Honnêtement, quand Electra meurt, je trouve que c'était comme le vilain intéressant du film. Renard, sans Electra, il n'est plus rien. Puis là, ben, j'ai juste hâte que le film finisse. Puis tu sais, à quelque part où ce que Bond il réussit à dire à Renard, il dit, ben, Electra est morte. Puis on dirait que, tu sais, dans le fond, il va se fâcher, mais... Tu sais, je sais pas, tu sais, il fait juste comme genre le frapper une coupe de coups, puis comme l'enfermer là, dans. Ben, tu sais, c'est pas une prison, là, mais tu sais, il fait juste comme il met une grille en face. Pourquoi qu'il l'a pas comme frappé à mort, là? Tu sais, je comprends que c'est James Bond, puis tu sais, il peut pas tuer James Bond, mais tu sais, par un coup de rage rendu là, tu sais, il est tout enragé, il voit pas rouge, je comprends pas tout à fait pourquoi que tout d'un coup, il fait juste comme le frapper 2-3 fois, puis il dit, bon, c'est beau, reste là, je vais t'enfermer là, puis c'est tout, là, tu sais, je sais pas, tu sais, ça marche pas. Fait qu'il y a comme un tuyau là-dedans qui va faire de la pression, puis où ce que je comprends pas exactement le mécanisme là, de la bombe là-dedans, comment que ça fonctionne. Mais il faut comprendre que dans le fond, quand Bond il va repluguer le tuyau, ça va faire beaucoup de pression, puis finalement, ben, ça va tuer Renard là, parce que ça va être repoussé sur lui, tout ça. C'est un petit peu une manière assez banale de tuer comme le second. Là. Je trouve que juste ça finit, puis on pas tout à fait compris le système. Ben, je veux dire, je le comprends visuellement, mais le côté le scientifique là, de qu'est-ce qui se passe exactement.
Je sais pas tout à fait, puis je trouve juste que on a essayé de faire quelque chose d'intéressant, mais finalement, je trouve que c'est pas intéressant, puis j'ai juste hâte que ça finisse. Même le réalisateur lui-même, il dit une fois que Renard est mort, il faut que je trouve la manière la plus rapide de finir le film, parce que je veux dire, dans le fond, il n'y a plus de but là-dedans, puis il va s'arranger pour qu'il sorte le plus rapidement là, du sous-marin. Puis que finalement, ben, on a la finale, puis qu'on tombe tout de suite au générique. Ça prend pas 5 minutes, puis le film est fini. Ben c'est ça, fait que on a Bond et Madame Jones là, qui se ramasse là, en Turquie, là, puis finalement, ben, ils vont boire une coupe ensemble, tout ça, ben, on voit que finalement là, ils vont avoir de l'action ensemble, pour mettre ça poliment. Puis, tu sais, comme dans tous les autres films de James Bond, ben, on a le bureau là, de Bond qui sont en train de chercher après. Puis, tu sais, on va voir la Aston Martin, mais en genre là, de radio. Radio X là, ou quelque chose de même. Là, on le voit pas là, clairement, là, mais on peut comprendre que Bond est dans le coin. Puis tu sais, ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'on voit juste R, on voit pas Q dans cette scène-là. C'est comme, je trouve juste ça quand même assez curieux comme idée, pourquoi qu'on voit juste R, que Q est pas là. Mais c'est ça, tu sais, la dernière scène en bout de ligne, tu sais, si mettons, tu sais, comme je disais tantôt, il y a des personnages qui sont nommés juste pour avoir quelque chose à James Bond, pour qu'il puisse dire quelque chose, un commentaire, tout ça. Je pense que le fait là, que Bond va arriver et va dire là, que Christmas comes more than once a year, quelque chose de même, là, que Noël arrive plus qu'une fois par année, là, je trouve que c'est un des pires commentaires là, dans toute la franchise. Là. Honnêtement, là, je trouve que ça tombe. Puis tu sais, t'écoutes le commentaire du réalisateur, puis lui il dit hey, là, c'est vraiment le gros punch. Là. Honnêtement, là, je suis pas capable. Que j'entends cette ligne-là, je me dis ça n'a pas de maudit bon sens. Là, on n'est pas sur la même longueur d'onde, là, lui et moi. Alors, en conclusion, ben, honnêtement, c'est un meilleur James Bond que le film de la semaine passée. Honnêtement, on essaye de faire quelque chose un peu. C'est sûr qu'on va savoir inspirer fortement là, des choses là, dans la franchise, mais on va avoir quand même essayé de travailler des choses, puis tu sais, avoir essayé là, d'apporter là, un petit peu plus à la franchise. Oui, la semaine passée, on parlait d'une ancienne flamme à James Bond, puis tu sais, ok, ça c'est correct d'un côté, on a essayé de justement pousser un peu, mais ça avait comme fini là tu sais, c'était pas plus que ça. Là, on va essayer d'aller un petit peu l'étape plus loin. Quelqu'un que James Bond va peut-être tomber en amour avec, puis que finalement, ben, elle va le corrompre un peu, puis Bond va être un petit peu perdu là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant un peu. Pour toute cette partie-là, dans le fond, la première moitié du film, le couple de Sophie Marceau et Pierce Brosnan, j'embarque totalement. Puis même avec Sophie Marceau et Robert Carlyle, je trouve que c'est vraiment une force du film. Les personnages de Robert Carlyle tout seul, comme j'ai dit, c'est pas nécessairement là, une force en tant que telle. Mais tu sais, à part de ça, le scénario pour la première moitié, tout ça, je veux dire, j'embarque dedans. Tu sais, tout qu'est-ce qu'on essaie de faire comme intrigue, tout ça. C'est juste que quand on arrive là à l'usine nucléaire, c'est là que le film là, il sait plus exactement qu'est-ce qu'il veut faire. Il essaie de nous faire un punch, puis il essaie d'y aller avec son idée là, que finalement, là, ben, c'est la Bond Girl qui est la grande méchante du film, tout ça, que Bond s'est fait avoir tout le long. Puis c'est ça, à quelque part, je pense que là, il sait plus qu'est-ce qu'il veut faire exactement. Il essaie de trouver là, des manières là, de continuer, mais il sait pas quoi faire, honnêtement. Fait qu'il y a une grosse partie là, que la deuxième moitié, c'est quand Denise Richards a embarqué dans le film, là, c'est sûr qu'elle, à chaque fois qu'elle dit un mot, même à chaque fois qu'elle est à l'écran, là, je veux dire, j'aimerais ça avoir le No Denise Richards cut à quelque part. Ce film-là, je veux dire, il bénéficierait quand même grandement de ça, mais il y a encore bien des choses là, qui sont pires que ça. Il y a des lignes de Pierce Brosnan que, je veux dire, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. J'ai pas parlé beaucoup là,
de Zukovsky. Je le mets quand même correct là, dans GoldenEye. Dans ce film-là, ben, je trouve qu'il est comme un peu une genre de caricature de lui-même. Il est un petit peu trop rigolo quelque part. Je trouve qu'il est un petit peu trop à l'aise dans son personnage. Oui, Pierce, il est de plus en plus à l'aise dans son personnage de James Bond, mais il devient mieux pour qu'est-ce qu'il doit faire comme agent secret. Je trouve que Zukovsky, il devient ridicule, il devient un bouffon pour le film. Dans GoldenEye, il était juste correct, il y avait un côté menace, puis il y avait un côté, qui dans le fond, qui se foutait de la gueule à James Bond, mais je perdais jamais crédibilité sur le personnage. Aujourd'hui, là, je veux dire, il est juste une parodie de lui-même, puis je trouve que j'ai pas d'attachement là. Peut-être juste le fait que c'était le même personnage dans GoldenEye, que on se dit ben là il va être intéressant à partir de là, mais non, quelque part là, c'est pas le même Zukovsky qu'il y avait là, dans GoldenEye, puis lui ben tu sais je veux dire je suis beaucoup moins attaché là, à sa prestation là, dans le film d'aujourd'hui. Fait que tu sais ça me laisse un peu que tu sais il y a des bons points, tu sais la scène d'action là, dans l'introduction, la scène de bateau, puis toute l'introduction au complet, j'adore. Puis tu sais la scène de ski, tout ce qui se passe là, dans ce coin-là, puis tout le flirting avec Electra, tout ça. J'aime toute cette partie-là. C'est juste vraiment quand on se ramasse là, au Kazakhstan que là, le film, il commence à me perdre là, pas mal. C'est ça que je trouve qui est difficile là, à savoir comment que je vais coter le film. Je pense que je vais y aller avec un jaune, honnêtement. Il fait pas trop de mal. Il y a des choses quand même qu'on peut regarder par-dessus. Denise Richards est pas là tant que ça. C'est juste qu'à chaque fois qu'elle est là, elle brûle l'écran, mais elle est pas là tant que ça. Puis elle n'est pas si importante que ça, fait que ça fait qu'on est quand même capable de passer par-dessus. Mais la deuxième moitié, là, même s'il reste quand même quelques bons éléments là, dans la deuxième moitié, comme justement où ce que Bond va se faire torturer par Electra, puis que finalement ben, il va la tuer, ben c'est ça, je veux dire, c'est tous des bons petits points, mais aussitôt qu'Electra se fait tuer, ben c'est là que le film aurait dû terminer. On aurait dû trouver une manière de soit tuer Renard avant, ou je sais pas, on aurait dû trouver une manière là, de juste pas avoir la finale là, sur le sous-marin, là, toute la section sous-marin, le 15-20 dernières minutes. Honnêtement, là, je suis débarqué du film. J'ai juste hâte que le film finisse. Là. Peut-être aussi c'est le fait que le réalisateur, c'est ça qu'il dit, je veux dire, lui, quelque part, il voulait faire la finale pour la finale, puis après ça, ben, le film doit finir, ben c'est ça, il aurait dû finir 15 minutes avant, là. C'est l'épilogue à l'histoire, puis Renard, on l'a pas, je pense qu'on n'a pas assez embarqué. On a fait des scènes pour essayer de s'attacher au personnage, mais ce personnage-là, il est juste attachant quand il y a des réactions avec Electra ou avec quelqu'un d'autre. Oui, ok, c'est beau, on voit un peu là, un peu là, de chimie avec Bond vers la fin, tout ça dans le combat final, mais honnêtement, c'est pas assez pour soutenir la finale du film. Fait que c'est ça, je vais tenir avec mon jaune. C'est largement meilleur là, que celui-là de la semaine passée, mais honnêtement, je pense que ultimement, là, ça tombe là, qu'on cherche encore un peu comment qu'on veut aller de l'avant avec la franchise. Il y a des bons éléments, mais c'est ça, il y a encore là, des choses là, qu'on peut travailler un peu. On a des bonnes intentions à des endroits, mais peut-être là, que 3 ans, ça l'aiderait au film un peu de peut-être s'asseoir puis repenser un peu. Puis même des idées qu'on avait mis dans GoldenEye, que on a essayé là, de vraiment travailler sur le personnage de James Bond pour qu'il aille de l'avant. Ben, ça serait le temps là, un peu de peut-être s'asseoir et dire, ben, qu'est-ce qu'on fait avec le personnage de James Bond pour se dépêcher à faire un autre film là, dans 2 ans. Je pense que c'est tout le temps un problème qu'on va avoir là, à partir de maintenant là, avec la franchise. Chaque fois qu'on essaie de sortir un film trop vite, ben ça va être un problème. Là, vous allez me dire, ouais, mais le film la semaine prochaine, là, ça va être un gros problème. On va en parler la semaine prochaine. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations sur certaines affaires. C'est juste, je le dis déjà un peu en partant. Là. Mais en tout cas, je veux dire, je suis pas en train de spoiler des choses de qu'est-ce que j'ai à penser sur le film de la semaine prochaine, parce que je sais que c'est pour plusieurs.
le Meurt un autre jour, c'est le bas fond. Puis honnêtement, je pense pas que c'est le bas fond du tout. Mais comme je dis, revenez la semaine prochaine avec la discussion avec Christophe qu'on va avoir là-dessus. Puis on va avoir, je pense, un bon débat là, sur le film de la semaine prochaine. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme je disais un peu plus tôt au podcast, suivez provisoirement sur Facebook. Si vous êtes d'accord avec le film d'aujourd'hui, il mérite-tu un jaune, il mérite-tu un rouge? Y est-tu mieux ou moins? Je veux dire, on est toujours en pente descendante avec Pierce Brosnan. Si je me fie à IMDb, tout le temps, à chaque film, là, il descend tout le temps de cote. Je pense qu'on a un 7 point quelque chose pour GoldenEye, puis après ça, on a un 6.5, puis un 6.2, puis après ça, le prochain 6.1. On a une courbe descendante, mais ça veut pas dire que c'est tout le temps que c'est comme l'ultime choix, là. Mais n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Puis peut-être pour vous que Denise Richards est la meilleure Bond girl qu'on a. Je veux dire, gênez-vous pas d'en parler. Dans le fond, c'est plus on en parle, plus c'est le fun. Mais n'oubliez pas que moi, juste au podcast, j'essaie toujours d'enseigner deux choses. De un, de jamais laisser l'adversaire vous voir saigner. Et de deux, de toujours avoir un plan d'évacuation. Oh, he blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion, dont Podbean, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.